Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le Vendée Globe, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les 2/3 de la flotte en emmagasineurs, hooks, bloqueurs et poulies. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du Vendée Globe à bord d'Apivia, des produits donc désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de Lorient-la-Vase, installé à quelques pas des bureaux de Tip & Shaft. Bonjour Alan Roura. Bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Nous sommes dans une petite maison super sympa, fraîchement rénovée dans un quartier tranquille de Lorient, qui est à base quand tu n'es pas en Suisse. Alan, merci de nous recevoir donc pour ce nouveau numéro d'Into the Wind. Le Vendée Globe commence déjà à être un petit peu loin. Tu as participé au dernier Vendée Globe qui s'est terminé en janvier et en février. Qu'est-ce qu'un coureur qui a fait le Vendée Globe fait quand il n'a pas immédiatement enchaîné sur un nouveau projet? On a pu dire que tu préparais ton prochain projet. Là, on est quoi? On est dans une phase de transition, comme on dit en bateau. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais dans ces moments où à la fois on récolte les fruits, on plante la graine pour le coup d'après. Comment se fait cette période-là? Voilà, c'est grosse phase de transition. Alors ça fait du bien aussi, même si ça reste relativement stressant, parce que là c'est la fin effectivement du projet 2017-2021 avec la fabrique. Donc le bateau est en vente actuellement. La première étape, ça a été de le remettre en état, qu'il soit prêt pour sa revente. Et après, c'est la recherche de financement, quoi. Donc là, on a enchaîné les allers-retours. Toutes les 2 semaines, on est en Suisse. C'est assez engagé parce que l'objectif est de partir sur un projet vraiment performant, avec la prétention de gagner le prochain Vendée Globe. En tout cas, on va tout faire pour. Après, là, on subit quand même la suite après Covid, donc la recherche de fonds est assez délicate. Nous, on se concentre vraiment sur la Suisse. Après, c'est essayer aujourd'hui de maintenir l'équipe parce que mon entreprise qui gère tout le projet et l'équipe, on arrive un peu au bout du chemin là niveau financement. Donc faut gérer tout ça. C'est rendez-vous chez le comptable, rendez-vous avec la banque, gérer le chantier, gérer la vente du bateau. Et puis essayer de se reposer un petit peu parce que mine de rien, depuis le retour du Vendée, j'ai dû prendre 4-5 jours de repos. Donc voilà un peu ma vie actuelle et puis bosser un peu dans la maison, essayer de finir les travaux que j'ai pas réussi à finir jusqu'à là. Alors c'est quelque chose que les gens connaissent pas forcément, c'est que derrière un bateau en fait il y a une boîte, il y a des employés. Et dans ton cas précis, c'est des gens qu'il faut payer. Et quand on arrive en fin de projet, est-ce qu'on arrive à enchaîner? Est-ce qu'on arrive à les garder? Enfin, il y a des enjeux qui sont pas que sportifs ou économiques, il y a des enjeux sociaux presque, quoi. Carrément, ouais, c'est ça je connaissais pas avant les projets Vendée Globe, de se retrouver chef d'entreprise. Alors moi je suis tout jeune, donc du coup j'apprends tous les jours, mais c'est pas facile. Donc là, en gros, on est sauf moi évidemment, parce que étant chef d'entreprise, je peux pas être au chômage, mais toute l'équipe est au chômage. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour la suite. On sait que ça va redémarrer. En tout cas, on l'espère. Mais on est pile dans la phase de transition où le bateau est fini. On n'a plus vraiment de travail dessus. Et à côté de ça, on attend des fonds pour lancer la suite. Donc c'est un boulot de gestion qui est super intéressant, clairement, mais très usant parce qu'en fait on n'arrive pas, même si on se pose, on prend un week-end, on n'arrive pas à penser à autre chose qu'à l'équipe, qu'au projet. J'ai la chance aujourd'hui d'être chef d'entreprise, c'est une chose, mais de voir l'évolution de mes employés, c'est-à-dire que aujourd'hui ils sont propriétaires de leur maison, ils ont des enfants, une famille, des crédits et tout ce qui va avec. Et en fait, je me dis que j'ai contribué en fait à ce cadre de vie, ce petit plus, et j'ai pas envie que ça s'arrête là, quoi. J'ai envie de leur offrir la suite, quoi. Et la suite, c'est un beau projet sur 4 ans, et puis je me bats pour ça, quoi. Et puis il y a un peu une forme d'euphorie en ce moment quand même dans le secteur de la voile, et puis il y a un autre enjeu pour toi, c'est aussi de garder les compétences.
C'est-à-dire que t'as construit une équipe, tu les as, pour les connaître un petit peu, c'était pas forcément tous des grands spécialistes au début. Non, mais c'est la beauté des équipes qui sont créées et qui grandissent, quoi. Donc il y a un enjeu de garder les compétences. Il y a tout ça, on le voit pas forcément quand on parle de projet Vendée Globe. C'est que il faut repartir à zéro et recruter encore des gens et encore les former. C'est sûr que là, l'objectif est de garder l'équipe parce qu'il y a la confiance depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, pour moi, c'est sans eux, je serais pas là, mais demain, j'y serais pas non plus, quoi. Donc, il faut absolument les garder. Même si, à un moment donné, si je trouve pas de budget, je vais devoir les libérer. Hein. Je peux pas les garder, à vie. Mais c'est des gens avec qui j'ai la chance d'avoir un échange qui est très très humain. Et depuis le début, ça a été très clair. Les gars, je prends des risques jusqu'au bout. Ou vous me soutenez ou pas. Mais l'idée, c'est de vous garder. Et puis on fait un super projet derrière. Et aujourd'hui, là, ils sont au chômage chez eux et ils prennent plus de nouvelles par rapport à moi, comment je me sens mentalement, que par rapport au boulot pour la suite, quoi. Et ça, c'est ça la beauté en fait de l'esprit course au large, de l'esprit entrepreneur, l'esprit d'équipe, qui fait que moi ça me motive, quoi. J'ai des gens derrière qui sont pleines balles avec moi et je sais qu'ils feront tout pour rester. Voilà. Il y a un moment donné, s'il y a plus de quoi les payer, je comprends que il va falloir faire autre chose, mais là ils sont à fond, ouais. Alors c'est quoi le projet du coup? C'est construire un bateau neuf, c'est acheter un autre bateau. Le marché commence à se restreindre un petit peu parce que c'est un peu l'euphorie comme on disait juste avant. C'est bien l'euphorie là en termes de construction. Nous on s'est renseigné sur plusieurs chantiers là depuis le retour du Vendée pour construire. En fait on a la chance aujourd'hui d'avoir un mécène qui nous permet d'acheter ou de construire un bateau. Donc ça c'est la première des choses. Ce qui est quand même pas rien, c'est même énorme. Mais donc les fondations sont quand même en place, quoi. Les fondations sont là, sauf que il nous faut un budget de fonctionnement pour lancer cette construction. Donc voilà, sauf que pour avoir le budget de fonctionnement, c'est pratique d'avoir un bateau. Donc c'est un peu complexe. Le problème, alors ça c'est par rapport à mes ambitions, mais j'aimerais participer à la Route du Rhum avec le bateau sur lequel je participerai au Vendée Globe. Donc ça c'est vraiment l'idée. On rajoute une couche de timing sur cette complexité. C'est ça. Et du coup, le problème c'est que pour construire un bateau aujourd'hui, ça commence à être compliqué en timing. Alors on pourrait, mais c'est un peu engagé quand même. Donc on reste toujours sur les deux options. Peut-être faire un bateau un peu plus simple à la construction, ou alors racheter un bateau après la Transat Jacques Vabre. Voilà, tout est dans les petits papiers. Maintenant, le problème, c'est il faut attendre. Et tant qu'on n'a pas le budget pour lancer le truc, on est en stand-by. Et moi, j'ai un peu de peine à aller voir des bateaux et m'engager sur certaines choses tant que j'ai pas le budget pour les acheter, quoi. Donc, je me renseigne sur des prix, sur des bateaux qui m'intéressent, mais je ne lâche rien. Tout est envisageable. Bon, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle qui est quand même ces fondations pour le projet suivant. Tu t'es donné jusqu'à quand justement pour pouvoir faire le go no go? Le go no go, il dépend pas que de moi, il va dépendre aussi de l'équipe. C'est que le moment où j'ai plus de quoi payer l'équipe, ça veut dire que ça va se compliquer, clairement. Donc là, il me reste en gros 2 mois pour trouver les fonds pour lancer le projet, quoi. Donc c'est sport, c'est très très sport. Après j'ai encore le droit, je pourrais louer le bateau que j'ai actuellement, la Fabrique, le plan Finot de 2007. Je pourrais participer à la Jacques Vabre, je pourrais faire plein de choses avec on a 2-3 sponsors de l'époque qui sont toujours à nos côtés. Ça nous permet pas d'avoir un projet conséquent, on va dire, mais ça pourrait permettre de naviguer. Je préfère miser sur le fait d'avoir un projet plus performant aujourd'hui que de repartir avec ce bateau-là. Donc t'es prêt à faire une sorte d'année blanche, quoi, consacrée à la construction du projet suivant plutôt que de faire les choses à moitié, quoi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de se concentrer sur un projet viable et vraiment performant. Et donc là, on mise tout là-dessus, ouais. Ok, alors les petits bruits qu'on entend, c'est la chienne qui passe sur le parquet, Luna. Sur les aléas du direct. Il y a de la vie, exactement. C'est les aléas du direct. Il y a pas de souci. Alors là, on va faire le flashback habituel. Évidemment, il va être moins long et moins en arrière que d'habitude parce que t'es très très jeune. Hein. On va le dire à plusieurs reprises puisque d'après mes calculs, t'as 28 ans à peu près. 28, ouais, exact. Ça, ouais, c'est ça. Parce que t'es né en février 1993. Ton histoire, comme tu es jeune et que tu as déjà fait 2 Vendée Globe, tu l'as beaucoup raconté, mais on va quand même s'arrêter un petit peu dessus. Comment tout ça commence? T'es suisse aussi, je le dis même plus, mais t'es suisse quand même. Petite bravo à l'équipe quand même, hein, parce que joli match. Alors voilà, on enregistre quelques jours après France-Suisse. J'avais oublié ça, tiens. C'est notre petite fierté actuelle. On a déjà classé ça. C'est quand le quart de finale? Je sais pas, j'ose pas regarder, j'ose pas. Donc voilà, donc tu es suisse.
Et donc, du coup, tu as gagné pour la première fois, quoi, un match à élimination directe dans une grande compétition. Donc voilà, donc il y a un petit peu d'euphorie. Mais on va pas parler de ça, on va parler plutôt de ta trajectoire. Donc toute ton histoire commence en Suisse avec des parents qui vont t'emmener faire du bateau. Mais dis-nous un petit peu dans quel chaudron se concocte la trajectoire du jeune Alan Rohra. Oh bah c'est une très longue histoire hein. À la base, donc moi je suis né à Genève, donc en Suisse, et mes parents à cette époque-là, on est une famille reconstituée en fait, on est 4 enfants, mes parents se rencontrent, je suis le dernier de cette union. Et en Suisse, en fait, le coût de la vie est très élevé. L'idée de ça c'est la sonnette. Ça c'est la petite sonnette. Le coût de la vie est très élevé. Et le problème, c'est que du coup, louer ou acheter quelque chose, c'était ingérable. Et mon père s'est dit bon bah à la rigueur, on va acheter un petit bateau à moteur, on va vivre à bord en fait. Ça sera moins onéreux, plus simple pour tout le monde et sur le lac. Et du coup, l'idée c'était derrière de économiser de l'argent pour partir voyager. C'était la seule manière en fait de pouvoir faire ça. Mon père est ferblantier-zingueur, donc voilà, c'est un métier très manuel, il passe sa vie sur les toits, donc bon, il gagne sa vie, mais enfin c'est pas non plus, il est pas banquier quoi. Hein. Et du coup, finalement, à l'âge de 2 ans, j'ai habité sur un bateau. Quelques années après, on a changé, on a acheté un voilier qui était juste à côté. C'est un logement en fait, du coup, ils pratiquent pas la voile. Hein. Ah non, bateau à moteur. On est d'accord, c'est pas. On sortait les week-ends. C'est pas une famille de voileux quoi. Hein. Ah non. Mon père passe son permis et il se dit fallait valider en fait les 1000 nautiques, donc il y a 1000 milles nautiques à valider en Suisse pour le permis, et c'était sa première nave avant qu'on parte voyager autour du monde quoi. Donc il part avec 4 gamins, sa femme sur un voilier, et il avait jamais navigué avant quoi. Donc un peu la blague en Suisse, tout le monde se foutait un peu de sa gueule. C'était non mais t'es sérieux ou... Et puis en fait on savait pas pour combien de temps. Il y avait ce projet de tour du monde qui était de voyage autour du monde en fait qui était là. Ouais. Et comment ça passe de j'ai une caravane à un ponton ou pour loger la famille parce que c'est moins cher à on va voyager à la voile autour du monde parce que c'est plus le même projet quoi. C'est plus le même projet. Je pense que alors la mentalité de la famille c'était un peu à l'époque si j'attends l'âge de la retraite, est-ce que physiquement j'aurais les capacités à partir, soucis de santé, le budget, etc. Là on a la santé, on a le bateau, go, on lève les voiles et puis on part et on essaiera de bosser dans les 4 coins du monde, tant pis quoi. Mais on savait pas pour combien de temps en fait. Donc moi j'ai jamais été scolarisé en fait. Depuis toujours, ça a été école à la maison. Avec ce projet voyage, mes parents se sont dit on va pas le mettre à l'école, c'est pour le sortir dans 4 ans, ça sert à rien quoi. Et du coup on est parti, mais on savait pas pour combien de temps quoi. Et ça a duré 11 ans, donc c'était un long voyage. On a vécu dans pas mal d'endroits, on a appris tous des choses incroyables, et en fait le retour à la réalité a été assez dur. Moi, je savais que j'allais pas finir dans un bureau. Ça, c'était clair et net. J'ai pris tellement de plaisir. Ma vie, en fait, même encore aujourd'hui, ça reste ça. C'est le voyage, c'est cette liberté. Et c'est peut-être aussi pour ça que je fais de la course au large, quoi. C'est né étant gamin où, sur notre première transatlantique, on va dire pré-transatlantique, on part de Gibraltar et arrive en Canaries. Donc, c'était en 2001. Il y a l'arrivée de la Mini Transat en 2001 à Lanzarote. Et à ce moment-là, nous, on traverse la flotte. On n'avait pas un PDR. On traverse la flotte au moteur. On était à une 30aine de milles des îles et on passe au milieu des Mini, quoi. Et on arrive du coup au port. On retrouve tous les Mini et j'ai vu ce regard dans les yeux des marins, quoi. Ces pères de famille, ces mecs un peu fous qui avaient construit leur bateau et ces petits jeunes, et me dire mais c'est ça que je veux faire plus tard quoi. Et depuis j'ai jamais lâché quoi. Mais du coup alors là c'est le début du voyage cette séquence-là en 2001. C'est la première année même et pas. Donc c'est la graine est là dès le début. Dès le début. Et en fait j'ai commencé à dessiner des bateaux, même gamin j'ai encore tous les dessins à la maison là, j'en ai plein. Il y a des bateaux de course, il y a de tout. J'imaginais déjà mon futur bateau pour traverser les océans quoi. Et tu sais dire que c'est à ce moment-là Lanzarote. Ouais, c'est sûr. Je vois encore les Mini, il y avait Ariel Kassim de RFI qui donnait la météo, qui était dans sa cahute, je vois encore le panneau et c'était j'étais tout petit hein, mais j'ai ces souvenirs là quoi et c'est resté gravé quoi. Bon pour l'anecdote, je participais à cette nuit-là, j'étais à cette escalade. Alors je me souviens ça fait mal à la différence d'âge. Hein. non mais par contre je suis très fier d'avoir collectivement et indirectement participé à ça. mais je vois bien le choc que ça peut être. Mais je savais pas que c'était précisément à cette date-là.
Donc du coup, cette graine-là, elle va pousser pendant cette dizaine d'années de tour du monde, quoi. Ah bah elle va pousser. Où moi, à l'âge de 14 ans, on était à Grenade, dans le sud de la Caraïbe. On bossait on construisait un palais en fait pour un richissime, un milliardaire suisse qui avait son île privée. Et on me propose un deal en fait en Martinique. Donc j'ai 14 ans. On me dit, écoute Alan, Tu travailles déjà à l'école. je travaille depuis déjà 2 ans. Ouais. J'ai commencé un peu tôt à bosser. Et on me dit, écoute Alan, projet avec un A40 à l'époque. On fait toute la Caraïbe en régate. T'es le numéro 1 du bateau. T'es nourri, blanchi, logé. T'as pas de salaire, mais voilà. Donc je débarque en Martinique. Mon père me dit, bah, ok, vas-y, fonce. Donc je prends mon baluchon et je me casse à 14 ans. Voilà. Et en fait, le skipper s'explose le dos, quoi. Et je me dis, ben merde alors, parce que du coup, moi, je suis un peu à la rue. Et puis je commence à naviguer sur d'autres bateaux. Et puis bon, bah, après 1 ou 2 mois, je rentre à Grenade, quoi. Et puis j'étais vraiment en mode régate, quoi. J'avais envie de régater, mais j'en avais marre de régater sur le bateau des autres. Et je dis à mon père, je dis, écoute, tu crois que si je trouve un canot, tu pourrais m'avancer un peu de pognon et puis comme ça, je peux l'acheter, le retaper, puis régater du coup avec mon bateau dans la Caraïbe, quoi. Il dit ouais, bah écoute, cherche, puis on regarde, quoi. Et je cherche dans toute la Caraïbe, je trouve rien. Et dans le lagon de Saint-Georges, donc à Grenade, il y avait un bateau que j'avais vu depuis longtemps, mais j'imaginais pas qu'il était à vendre, quoi. Et en fait, c'était une épave, il était à moitié coulé, et c'était un mini, c'était le numéro 62. Altern Group, un plan cabon. Et ce bateau-là, il avait dérivé en 1989 sur la Mini Transat. Il a été abandonné au large des Canaries, il était arrivé dans un filet de pêche à Grenade. Et il avait été retapé, mais avec 3 francs 6 sous, c'était un mât de biquette qui avait été mis dessus. Enfin bref, le truc était dans un état pitoyable. Et je rachète ce bateau, je le retape, et du coup, je fais toute la Caraïbe pendant 2 ans avec ce bateau. Là, juste, on est 7-8 ans après cette fameuse étape de la... Là, on est 2000... On est plusieurs années après, quoi. Ouais, on est en 2008. C'est pour montrer que la graine continue à pousser, que cette 2008, cette piqûre de 2009, mini est encore est toujours à l'avant. Elle est toujours là, et je me dis, en fait, je me prépare à la Mini Transat, quoi. J'avais 14-15 ans, quoi. J'avais aucun électronique, pas de pilote, j'avais un pauvre compas et je faisais la Caraïbe. En fait, mes parents suivaient avec le bateau de voyage quand on bougeait, quoi. Et moi, je traçais, quoi. Je les retrouvais aux escales, je faisais ma vie pendant les convoyages. Et après, toutes les régates des Antilles, quoi. Donc c'était génial. Et après, on a décidé de partir dans le Pacifique. Donc j'ai vendu le bateau. Enfin, je l'ai vendu. Je l'ai redonné à son propriétaire. Ah oui. Parce que pour la petite histoire, ce bateau, le propriétaire du bateau, Jean-Louis Yvonou à l'époque, n'avait jamais eu de nouvelles de son bateau. Et en fait, qui avait perdu le bateau en 89, celui qui avait perdu le bateau. Et je le retrouve via Histoire des Halles. Je retrouve qui était le propriétaire. Alors, je le contacte. Histoire des Halles, c'est un site internet qui est fait par un frère d'Alain Gauthier. Exactement. Et qui est un archiviste en fait de l'histoire de tous les bateaux de course. Incroyable ce site. Alors les Halfton évidemment, mais aussi les Mini, les Imoca, les Classe 40, les Multi 50, les Maxi, enfin tout. Donc en termes d'ergonomie, c'est vraiment c'est pas terrible, mais par contre en termes d'infos et de contenu, c'est devenu la référence pour tout le monde, quoi. C'est dingue. Et donc je cherche le bateau, je savais pas ce que c'était en fait à cette époque-là. Enfin, je l'avais une idée, mais et je tombe sur Jean-Louis Yvonou, quoi. Donc je cherche sur internet et tout. Jean-Louis Yvonou, j'imagine breton, Mini, breton. Bon, à cette époque-là, voilà. Et je lui écris, quoi. Je dis, écoute, voilà, je sais pas si t'as fait la Mini à cette époque-là, mais en tout cas, je crois que j'ai ton bateau, quoi. Là, il me répond, purée, c'est mon bateau. Alors à la base, il me répond, oui, mais je l'ai perdu. Et donc il te croit pas au début. Il me croit pas. Il me dit, le bateau, je l'ai vu couler sous mes yeux, c'est pas celui-là. Et donc on s'appelle, et j'ai dit, écoute, moi je suis sûr que c'est le tien, quoi. Je suis sûr que c'est le tien. Il me dit, ah, mais il y avait plus rien. Enfin, tu vois, comment tu peux le reconnaître et tout. J'ai dit, écoute, dans la descente, à tribord, il y a un autocollant, et là il me dit, les Sables, les Açores, 1988, ou je dis exactement. Et c'est mon bateau. Je sais, voilà. Et du coup, je dis, écoute, je te le rends. Je te rends ton bateau. Il me dit, mais moi, je suis en Bretagne, quoi. Je dis, ouais, je sais pas. Je te l'amène en Martinique si tu veux. Et puis, si tu connais quelqu'un, j'ai des potes et tout. On fait une école de voile avec et tout. J'ai dit, go. Donc, le bateau a fini sa vie là-bas. Super histoire, quoi. Donc, il a continué à naviguer un certain temps. Maintenant, il navigue plus. Il est plutôt en état épave, mais il a continué un petit peu. Et bref, on part dans le Pacifique, du coup, à la suite de ça. Et arrivé en Nouvelle-Calédonie, donc en 2012. Moi, j'avais un peu de sous de côté. J'ai dit à mon père, écoute, moi, j'ai envie de me lancer. Quoi. Le voyage, c'est chouette, mais là, j'ai envie de lancer ma carrière, de voir ce que je vaux dans la course au large, quoi. Puis il me dit, écoute, on vend le bateau familial et puis on rentre, quoi. Sauf que le bateau, ça faisait 16 ans qu'on l'avait.
Et vendre un bateau en Nouvelle-Calédonie, ça peut prendre des années, quoi. Donc, on le met même pas en vente. En bruit de ponton, 2 semaines après, on avait nos valises sur le ponton. Et c'était pour financer tes projets de course à Bon, large, ou petite c'était partie, la parce fin de que l'aventure c'était la familiale fin- globale ouais. aussi. Ouais. C'était la fin de l'aventure, puis le bateau, on l'avait vendu 25 000 balles, donc c'était pas ça qui allait payer un projet mini, quoi. Note que. Parce que bon, Ouais. quand même, c'était déjà énorme, mais. Et du coup, on rentre en Suisse et en France, quoi. Moi, je vais à Mais Douarn. c'est un sacré changement quand même, parce que c'est la fin d'une tranche de vie, Ah bah c'est fini. même pour toute ta famille, du coup. Ah bah ouais. Enfin, je sais ouais. pas si vous étiez encore tous Alors ensemble mes à ce frères et moment-là, sœurs étaient rentrés depuis un moment. Ma mère, elle aimait pas les grandes navigations, donc le Pacifique, elle était pas vraiment là. Elle était là en Nouvelle-Zélande, mais pas en Nouvelle-Calédonie. Et du coup, on s'est retrouvés les deux avec mon père, seul, quoi. Enfin, sans notre, comment dire, notre maison, parce que finalement, notre bateau, c'était notre vie, quoi. C'était tout pour nous. Et on rentre. Et là, moi, j'ai pris une baffe parce que j'étais pas vraiment rentré depuis, voilà. Et donc, il y a le stress, il y a les gens, il y a le machin. Puis je me dis, oh là 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 là. Et je débarque à Douarn. Douarnenez. Aucune idée de ce que c'est que la Et Bretagne. pourquoi dans l'année? Parce que ça faisait 5 ans que j'avais vu sur Histoire des Halfes un bateau, un plan Wellsford, le numéro 284 qui était à l'abandon. Et je me suis toujours dit, si un jour je fais la mini, c'est avec ce bateau. Et ça tombait bien parce qu'il était à vendre et il était pas cher du tout. Et il était à l'année. Et il était à Douarn, il était sous le pont du Port-Rue, quasiment à la coupe du bateau phare, et il était enfoncé dans la vase. Donc le bateau phare, hein, c'est un port musée, Port-Rue, et le bateau phare, c'est l'un des éléments de ce musée à flot. Et donc le 284, c'est pas un bateau anodin non plus, hein. C'est l'ancien Navman. Exactement. Je vais faire mon. Ah, celui-là, il est une belle histoire. Mon historien, et il avait fait j'ai oublié le nom du skipper kiwi. Je ne connais que lui qui avait. Chris Sawyer, voilà. Et qui avait fait un super score avec. Mais ouais, il le construit. Alors l'histoire de ce bateau, elle est quand même assez dingue parce que Chris Sayer, il le construit en Nouvelle-Zélande. Il a aucune idée de ce que c'est qu'un mini, donc il le construit en 1994 via des photos qu'il récupère sur un magazine de voile français. Et il se dit, bon, les dimensions, ça doit être ça, ça doit être ça. Il construit le bateau, il le met à l'eau. Le bateau, il fait 1,8 tonne, tout en bois. Donc ce qui est très très lourd pour un mini. Très très lourd. Et il se dit, mais c'est marrant, il marche pas très bien. Enfin bon, il marche que dans le gros temps. Bon, ok. Et il décide de déponter le bateau et d'enlever les 3/4 de la structure, quoi. Et il arrive à 1,1 tonne. Et c'est toujours très très lourd. Très très lourd. Et en fait, il avait pas de thunes. Et il se dit, bon, du coup, Nouvelle-Zélande, pour faire la mini, je vais le ramener par la voile, enfin par la mer, quoi. Normal. Enfin, un petit cap-horn et puis roule, quoi. Et il s'est dit, ouais, c'est peut-être pas une super idée quand même. Donc il arrive à le ramener en France. Et là, tout le monde hallucine parce que ce bateau, il ressemble à rien. Enfin, c'était un des premiers SCO en mini de l'époque. Il avait vachement de volume. Il avait un tout petit cul. Un flush deck. Il y avait pas un seul safran au début? Il avait 2 safrans, mais 3 dérives, 2 tout à l'avant et une tout à l'arrière. Enfin bref, c'était une usine à gaz. Le voile de quille était en bois. D'ailleurs, elle l'est toujours. Et l'axe de quille en Iroko, quoi. Enfin, et c'est toujours la même quille, hein, ça a pas bougé. C'est chaud. C'était très chaud. Et le mec fait 3e à la mini en 99, quoi. Il hallucine tout le monde. Et ce bateau, c'est devenu une légende. Dans une mini qui est marquée par du très gros temps, hein. 99, c'est elle qui va donner naissance justement à toute la réglementation sur les qualifs, le nombre de milles obligatoires, etc., etc. Quoi. Et ce bateau, c'était voilà. Et pourquoi tu flashes dessus? Parce que moi, j'ai toujours aimé les bateaux avec de l'histoire. Pour moi, un bateau, il doit avoir un look différent. Ça, pour le coup, t'étais servi. Là, j'étais dedans. Et il doit avoir quelque chose en plus, quoi. Il doit avoir une histoire. Mais j'ai vécu un peu en Nouvelle-Zélande. J'ai adoré ce pays. J'ai adoré cette culture de la mer. Et en fait, je voulais un bateau qui soit peu onéreux, fiable en structure. Et du coup, c'est un bateau en Red Cedar, donc hyper solide. Ça n'a empêché que j'ai dématé, j'ai eu 12 000 avaries avec, mais bon. Et je savais qu'avec ce bateau, j'avais toutes mes chances de finir la course, quoi. Et il m'a emmené au bout, quoi. J'ai fait 2 saisons avec, j'ai fait ma mini. Enfin, ça a été une histoire de dingue, mais j'avais pas une thune, moi, quand j'ai acheté ce bateau. Alors, voilà, donc, du coup, revenons à l'arrivée à Dordogne en 2012. Donc, tu flashes sur le bateau, t'arrives et tu l'achètes, quoi. J'arrive avec mon père, au début, je dis, ouais, je t'accompagne, on va en Bretagne ensemble, on monte sur le bateau. Il y avait de l'eau partout dedans, il puait la mort. Et d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, le mec qui me fait visiter le bateau, c'est notre Belge de la course au large. C'est Jonas Jerkens. Qui court en ce moment en classe 40. Voilà. Et donc, j'apprends à le connaître quand même. Ouais, je suis le missionnaire, on va dire. Je gère la vente, donc on monte dessus, machin, on monte dans le bateau. Le bateau, il était vert, il y avait de la mousse, tout était mort.
Le gréement, il était plus tenu. Enfin bref. Et moi, je monte là-dessus. Je me dis, mais non, mais il est détruit le bateau, quoi. Et mon père, il me fait, bon, on s'est pas tapé 1500 bornes pour que tu me dises qu'il est détruit, hein. Donc à un moment donné, ou c'est oui, ou c'est non. Bon, enfin moi, il me semble très bien ce bateau. Et là, je voyais la Jobliss. Oh là là là. Puis j'ai dit, bon, allez, banco, j'achète, quoi. Et j'ai acheté ce bateau 15 000 balles. Donc à l'époque, c'était pas cher du tout pour un proto, quoi. Parce que les protos, on était plutôt à 60, 80, 100 000. Bon, 100 000, c'était les bateaux neufs, mais c'était à l'époque. Et donc j'achète ce bateau, je le retape. Et moi, j'avais pas une thune, j'avais rien. Donc je m'achète une Twingo parce que bah, c'était la seule voiture que je pouvais me payer à ce moment-là. Ma Twingo devient ma maison quand je suis pas dans le bateau. Puis donc, je participe aux maps, je termine la map. Alors, map, c'est le trophée Marine Espérant. Exact, tout le monde ne connaît pas par cœur. Non, mais je suis là pour développer les acronymes. Ne t'inquiète pas. Donc je fais une course, j'avais pas de pilote, j'avais pas de sous. Donc c'est au départ de Dornanay, ouais. passage du Ratsin, un tour en Bretagne Sud et on remonte par l'extérieur. Et pas de pilote, donc tout à la barre, quoi. Mais pour moi, c'était pas... c'est normal. C'était normal, quoi. Donc je fais ma course, je sais plus, je fais 17. Très content, nickel. Et là arrive le Fastnet, quoi. Fastnet, qui traditionnellement est 15 jours après le trophée. Exactement. Et puis, au même endroit. C'était pas un Fastnet, on appelle ça un BXA. Il y a deux options, quoi. Tu connais bien, c'est où ça passe pour la route nord et on va faire du Fastnet, ou du coup on descend la balise qui est en face de Bordeaux, quoi. Et là, on part du coup en face de Bordeaux. Et première nuit, le bateau il commence à bien marcher et tout, Spimax, se descend pleine balle et là j'entends crack et le mât plié en trois, quoi. Là, je me dis, ça commence bien le projet Méné. Et puis, du coup, j'ai rapatrié le bateau en Suisse. J'ai désossé le bateau. Je l'ai refait entièrement et je suis parti me qualifier en Méditerranée. Mais pareil, j'avais pas je vivais sur mon bateau, quoi. C'était ma maison, quoi. En course, je demandais aux copains leur coffre pour vider ma bouffe, mon lit, tout ce qu'il y avait dedans. Avant chaque course, tu vides le bateau pour te mettre en mode course. Il y avait toute ma vie dedans. Ils font un garage ou une voiture et tu le recharges après, quoi. Donc je me qualifie, puis voilà. C'est un peu le trip ministe fondamental, enfin des débuts comme on le pratiquait au tout début. Je trouve que ça manque presque un petit peu. Il manque des petits foufous comme ça, quoi. Alors, alors, t'en as pas encore parlé, mais tu découvres aussi cette communauté quand même. Bah carrément, moi toi qui as vécu loin de tout ce monde-là, c'est une découverte pour toi quand même. C'est une énorme découverte et je rencontre des gens incroyables avec qui on a créé des liens qui sont encore là aujourd'hui, quoi. Je pense à Ludovic Méchin, je pense à la Foxa Team, Florent Mozy et Charles Boulanger, enfin toute cette équipe-là où en fait on était tous tellement novices là-dedans, on débarque, on était en Méditerranée, c'était mais qu'est-ce qu'on fait là? Et puis on s'est pris des bastons, on s'est pris de tout. Mais on était dans le même état d'esprit, c'était un rêve de gosse et on voulait faire notre mini, quoi. Et toi, t'as pas 20 ans encore, hein. Et là, j'ai 19 ans, ouais, un truc comme ça. Donc tout le monde me regarde, le petit merdeux et machin. Je me rappelle, le directeur de course, Denis Hugues, au début, qui dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, celui-là? Et puis on part sur une mini 2013 qui est quand même assez engagée parce que on a un mois d'attente entre Douarn et la Corogne, quoi. Les conditions météo étaient juste horribles. Ouais, donc du coup, il faut réexpliquer. Hein, les conditions sont trop mauvaises pour que la flotte dégolfe. Donc du coup, c'est reporté, mais c'est reporté très très longtemps. Ah, trop longtemps, quoi. Donc quasiment, je crois qu'il y a c'est 3 semaines avant le premier départ ou 2 semaines avant le premier départ. Et puis il y a un premier départ et au bout de 2 jours de course, la flotte est rappelée dans différents ports en Espagne. Donc on se retrouve séparés de 300 000 entre les deux flottes. Et puis en fait, le problème, c'est que du coup, on a eu quand même vachement d'attente, mais moi j'avais plus de sous, quoi. Donc en fait, les derniers achats à la Corogne, la carte était bloquée, j'avais plus rien, donc il fallait vraiment qu'on parte parce que j'étais ric-rac. C'est-à-dire que t'avais à manger sur le bateau pour la course, mais t'avais plus j'avais pas plus, quoi. Et là, ils nous annoncent, du coup, il y aura plus d'escale aux Canaries, les gars, on trace, quoi. Et je me rappelle la décomposition de tout le monde, genre, oh, mais comment on va faire et tout, ça va être trop long. Et moi, je crois que j'étais un des seuls en mode trop cool, ça va être génial. 15 jours d'escale économisée. Ah ouais, c'est ça. Et puis une vraie mini, quoi. On va vivre un truc que personne peut-être vivra derrière, quoi. C'est une course, on va se taper une vraie transatlantique non-stop, quoi. Et on a des conditions au début, première nuit, on se prend 45 nœuds au portant. Enfin bref, il y en a un qui chavire. C'était un peu engagé. C'est Yann Lipinski qui chavire, je crois. C'est Yann Lipinski qui chavire. Après, de souvenirs, on a Guéno Gainé, Hypersaki. Enfin bref, ça a été toute une histoire. Et tout le monde s'arrête aux Canaries. Moi non.
En fait, je voulais Tout le monde m'arrêter. s'arrête pour faire l'escale, pour réparer. Ah ou bah pour- ouais, les bateaux étaient détruits quoi. Et en gros, j'étais avec Fleur Mozy à ce moment-là, au large de Lanzarote, et je lui dis moi j'ai le mât qui est fissuré en haut, j'ai plus de pilote, c'est la guerre, et j'ai plus de radio, j'ai plus de météo, j'ai plus rien quoi. Et je dis il faut que je fasse escale là au moins pour réparer mon mât parce que là il va exploser quoi. Il me dit écoute Alan, t'es 8e, honnêtement t'arrêtes pas. Et ok. Il me dit la météo devant là t'as 2 jours de pétole, répare pendant cette phase et continue. Et je fais 11e en proto arrivé quoi. Et un truc de dingue, c'était pas prévu au programme. Et tellement content d'avoir fait un projet aussi à l'arrache, aussi mais puis je sais pas, une part de chance quoi où en fait j'avais tellement confiance en mon bateau, je savais qu'il allait aller au bout. Et de plaisir quoi. Enfin j'ai pris mon pied sur cette mini transat, c'était tous les jours, c'était nouveau, c'était un rêve, c'était le kiff quoi. Et ça restera une des plus belles courses de ma vie quoi. C'était alors que j'allais avec un bateau qui était pas du tout performant, je pouvais rien prétendre, tout le monde me regardait genre t'es mignon avec ton vieux truc qui pèse 2 tonnes là. Et puis t'étais le plus jeune de la course déjà. C'est possible ouais. Et Oui c'est possible. Contrairement à ce qu'on pense, la mini transat c'est pas une course de jeunes, c'est plutôt des gens qui ont déjà 30, 35, parce qu'il faut souvent se payer sa transat. C'est clair. Voire beaucoup plus. Donc, c'est pas du tout une course de junior, non. contrairement à ce qu'on pense. Donc, t'es vraiment un petit, peu l'extraterrestre. Et t'as déjà couru en solitaire quand tu fais la mini, ou tu découvres aussi le solitaire? Alors, parce que t'as beaucoup navigué, évidemment, avec tes parents, mais là, est-ce qu'il y a aussi la découverte du solitaire? Là, au large, ouais, j'avais couru en solitaire dans la Caraïbe. Il y avait 2-3 petites courses de solo, donc je m'étais fait ces petites, ces pas courses régates, quoi. Mais au large, non, j'avais jamais fait vraiment de solo, quoi. Donc il y a aussi cette appréhension. Est-ce que je vais aimer ça, en fait? Est-ce que je vais tenir la cadence tout seul? Alors après, la chance, c'est que d'expérience, en fait, sur la Transpacifique avec mon père, donc on était parti des Galapagos jusqu'aux Marquises. On avait mis, je sais plus, 25 jours. Et en fait, on n'avait pas de pilote automatique. On était que 2. Et du coup, c'était super sympa. En fait, ça a été la meilleure préparation pour la mini transat. C'est que, en fait, on s'est pas vu, on s'est croisés tout le temps. Et tu barres, tu dors, tu manges, tu barres, tu dors, tu manges. Et en fait, tu fais que ça. Et c'était une préparation en double, mais pour du solitaire qui était juste parfaite. Ah, il fait quand t'arrives faire la mini après, c'est la même chose sans ton père, quoi. Ouais, mais de toute façon, je l'ai pas vu, donc c'est un peu, ouais, c'était pareil. Mais ouais, ce qui me faisait rire, c'est que déjà à cette époque-là, la plupart des marins étaient un peu sur du pignolage, mais c'était ah ouais, toi t'as quoi comme pilote? Et puis moi j'ai changé mes voiles, et puis machin, et puis non, et puis moi mes voiles j'avais racheté, c'était les voiles de Pratibuche, donc à l'époque c'était Bertrand Delaine. Elles avaient déjà fait 2 mini transats et je dis oh elles sont neuves. Et le pilote, c'est quoi le pilote le moins cher? C'est Raymarine. Je prends du Raymarine. Et j'avais tout préparé comme ça. C'était, il faut que ça me coûte 0. Et en fait, ça a marché. Ça a marché parce que je préparais un bateau pour traverser l'Atlantique et pas pour faire une course. Et ça a marché. Voilà. Donc des fois, je vois aujourd'hui la plupart des gens, ils mettent vachement d'argent dans la peinture. Il faut que le bateau il soit magnifique. Et on s'en fiche un peu de la peinture. On veut que le bateau, que tout fonctionne. Et moi, voilà, je voulais juste que le bateau il soit fiable. J'étais parti à l'époque, tout le monde me prenait pour un taré aussi. J'avais panneau solaire, groupe électrogène, et j'avais racheté une pile à combustible d'occasion sur un parking à l'époque. Et tout le monde était mais tu pars avec tout ça en énergie? Bah ouais, parce qu'en fait, je sais pas. Et j'ai pas envie d'abandonner à cause d'énergie. Ce serait tellement dommage. 2 ans de préparation, et du coup, on a plein qui ont dû faire escale, racheter des panneaux solaires aux Canaries. Et à l'arrivée, on dit mais t'as tellement eu raison, quoi, en fait. T'étais hyper lourd, mais t'as tellement eu raison, quoi. Parce que voilà, t'as pu aller au bout de ton truc, quoi. Et à l'issue de cette mini, tu te dis je vais faire ça toute ma vie. Il y a un changement dans ta tête. Il y a des perspectives qui s'ouvrent où tu dis là je voulais le faire et puis c'est un trip. Comment ça s'enchaîne en général quand on finit une mini transat? En général, soit on dit c'est bon, plus jamais ça. Alors, c'est ce qu'on se dit quand on arrive. Le lendemain, on dit tiens je vais faire le Vendée Globe et puis le compromis se bâtit un petit peu entre les deux. C'est ça. T'étais de quelle école en arrivant? Le rêve ultime, moi, ça a toujours été le Vendée. Et arriver de l'autre côté. Ouais. Enfin, il y a eu d'abord la mini transat, mais le Vendée restait pour moi le summum, tu vois, le Graal du marin, quoi. C'est la course, quoi. Et arrivé de la mini transat, j'ai mis mon bateau en vente du coup avant le départ. Et je me suis dit bateau en bois, etc. Il va jamais se vendre. Et du coup, j'avais une 12aine de demandes d'achat, quoi. Et j'avais pas de sous au début pour amener le bateau en cargo. Pour moi, je le ramenais par la mer, quoi. Donc c'était comme ça. Bien sûr. Et route jusqu'au bout. Et du coup, j'appelle un pote de mon père et je dis écoute, t'as pas 4000 balles, je te les rends, je pense, dans 2 semaines quand le bateau arrive, mais parce qu'il est vendu en gros. Enfin là, je vois pas comment il va se vendre, c'est sûr.
Donc je le mets sur le cargo, retour en Europe. Le lendemain de l'arrivée du cargo, le bateau est vendu. Du coup, j'achète un van avec Aurélia que je rencontre à l'arrivée de la Mini Transat, qui est aujourd'hui ma femme et la mère de notre enfant. Et on part voyager pendant 2 mois. En gros, on se fait le tour de l'Europe. J'avais besoin de me recentrer et de savoir si c'était vraiment... Parce qu'à l'arrivée des courses, comme tu disais, tu te dis, ouais, où je suis le meilleur du monde et j'y retourne, ou alors plus jamais. Et moi, j'étais en mode, j'ai vraiment adoré, j'ai envie d'aller plus loin, mais je vais faire une petite pause quand même pour être sûr, avoir le temps de réfléchir. Alors là, pour le coup, tu changes de mode quand même. T'es plus dans Roots, t'es plus dans l'arrache, t'es dans je me pose, je réfléchis. T'es presque stratège par rapport à, Ouais, un à peu, tout ce que t'as fait avant. Ouais, enfin, après, quand je vais venir à la suite, Ça va pas durer longtemps. Ouais, c'est pas si stratège que ça. Et du coup, Non, mais ce côté je me pose pour réfléchir, il est. Ouais, ça c'était par rapport nouveau à tout ce déjà. que tu viens de raconter, c'est innovant. C'était pas mal. Il y avait un début et en fait C'est non, Aurélien. mais ouais, c'est ça. Donc on fait le voyage et tout, et là, histoire hallucinante, en fait, au départ de la Mini Transat, le jour du départ donné normalement, à Douarnenez, il y avait une famille sur le ponton qui s'était baladée ce jour-là de Suisse. Et ils cherchaient Justine Métro. Justine n'était pas à bord de son bateau, et donc ils viennent me voir. Qui court à la Mini aussi. Qui court à la Mini, qui fait deuxième ou troisième. en bateau sérieux. Et du coup, on discute et tout. Puis en fait, moi, j'avais une voie d'eau à ce moment-là dans le port de Douarnenez. Donc, j'étais en train de vider mon bateau avec mon seau. Enfin, bref, encore une histoire. Et il me dit, ça va? Le jour du départ. Oui, tout va bien. Faut juste que je mette un peu de Sika. Là, je prends l'eau, mais tout va bien. Et ils m'écrivent 2-3 jours après la date où ils sont passés, quoi. Ils me disent, bah, écoute, en fait, on t'a vu, t'as l'air de tellement galérer. On te file un peu de pognon pour ta Mini, quoi. Donc, ils me filent une petite enveloppe. Comme ça, une famille. Et là, tu te dis, waouh, incroyable. Et retour en Suisse, donc après la Mini Transat, après le voyage en van, Aurélia me dit, mais écoute, contacte-les pour les remercier, en gros de vive voix, quoi, tu vois, parce que, bah, voilà, quoi, quand même. Et donc, je recontacte cette famille, et puis, ah, mais trop cool, super Mini, et du coup, c'est quoi tes projets pour la suite, quoi? Je dis, bon, Royal Vendée, quoi, c'est une course sympa, mais là, il y a la route du Rhum, là, qui est cette année et tout, ça peut être cool. Ils me disent, présente-nous un budget. Oh, je dis, ok, donc je vais voir un bateau à La Rochelle, un prototype classe 40, un plan Canivang, donc bateau Daily Canivang qui était là-bas, le numéro 103, Exo7. Je monte le budget, j'ai le budget de location, le truc, machin. C'est un classe 40. Hein. Donc c'est un classe 40, ouais. Puis je vais les voir, puis je dis, voilà, 100 000 balles, puis on fait la route du Rhum, quoi. Je vois pas pourquoi il faudrait plus, quoi. Pas de salaire, on fait pas de voile, on loue le bateau, place de port, assurance, puis on y est, quoi. Ok, super. Bah, laisse-nous 48 heures, on réfléchit. 24 heures après, il m'appelle, il me dit, vas-y, va chercher le bateau, c'est parti, quoi. Et là, je me retrouve, c'est moi, quoi. C'est parti, quoi. Donc, je récupère ce bateau à La Rochelle, mais finalement, c'était, 5 mois avant le départ du Rhum, donc je le prépare. En 2014, hein. 2014, moi, un préparateur. Je voyais pas trop pourquoi avoir un préparateur, quoi. Bon, c'est un gros Mini, et puis ça va le faire. Et donc je prépare le bateau, je me qualifie, je fais 2-3 petites courses. Puis je participe au Rhum, quoi. Et en fait, le Rhum, je me prends une baffe, mais monstrueuse, quoi. Mais alors, juste il y a toujours le Vendée Globe en arrière-plan. C'est pour toi, c'est une marche supplémentaire. C'est la progression pour aller vers. C'est la progression. Le classe 40, pour moi, c'était en fait, sauter du Mini au 60 pieds, c'est quand même, c'est engagé. Et je trouvais que le classe 40, alors à cette époque-là, c'était une classe qui était encore assez, assez propriétaire. C'est une classe qui était pas, c'était professionnel, mais il y avait encore, les gens se tâtonnaient un petit peu. C'était, est-ce qu'on fait du Figaro ou du classe 40? La question se posait pas. C'était on fait du Figaro. Aujourd'hui, la question elle se pose presque plus, quoi. C'est on fait du classe 40 parce qu'on fait du large et il y a ce côté, c'est des bateaux qui sont hyper fun, qui sont quand même peu onéreux par rapport à la classe IMOCA. Alors, cette transformation est relativement récente, quand même. Hein. Ça fait 3-4 ans, même pas. Ça... Les années 2014, tu l'avais fait en 2014. On était voisins de ponton. Hein. Et il y avait une forme de mixité qui peut-être se perd un tout petit peu aujourd'hui. C'était un peu le tremplin pour les jeunes. J'avais l'impression, il y avait les premiers Aquilaria qui étaient pas très chers. Je pense à Maxime Sorel. Du coup, ça l'a permis d'évoluer aussi. La classe 40 était un peu une phase de transition. Mais quand même plus de gens qui étaient cinquantaine, chefs d'entreprise, qui se payaient leur bateau. C'était l'image que j'en avais, en fait. Et donc la route du Rhum en classe 40, c'était pour moi l'évolution d'apprendre sur un bateau plus grand, et puis au niveau technique, quoi. T'as un moteur inboard, il y a tout le système d'énergie, le pilote, le téléphone, il y a tout ce qui va avec, et puis voilà, apprendre à évoluer, quoi. Donc je pars sur le Rhum, et puis on a des conditions sympathiques la première nuit.
Et en fait, voie d'eau dans le bateau, j'ai un problème au niveau du bloc moteur. Tout ce qui fait la jointure entre le sail drive et la coque, en fait, qui est morte, quoi. Donc voie d'eau, l'eau jusqu'aux genoux, enfin bref, donc je me dis, bon, tant pis, je vais écoper tout le long, quoi. J'étais en mode, faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Et premier virement de bord là dans le gros temps là en face de Roscoff, j'ai un D2 donc un cap qui retient le mât qui pète et donc je me dis tant pis, j'ai mes 10 dilemmas, je monte et puis je vais réparer quoi. Encore il y avait 45 nœuds devant et je monte là-haut et en fait voilà encore une fois apprentissage, pas beaucoup d'expérience, je monte dans le mât, j'étais pas hyper bien assuré et en fait le bout sur lequel j'étais assuré autour du mât glisse et je me fais projeter dans la houle et bam je m'explose de dos contre le mât. Donc j'étais à une quinzaine de milles de Roscoff, je dis bon ok, je contacte la direction de cours, je vais à Roscoff, et là toute la bande de mini débarque, j'ai une dizaine de personnes à bord du bateau, en une nuit ils me réparent tout. En tout cas ils essayaient de tout réparer, moi je finis aux urgences, ok, un check complet, c'est bon, le lendemain matin j'y retourne. Et en gros, tout a répété. Il y a beaucoup de gens en escale à Roscoff. Hein. Ouais, on est beaucoup de dizaines de bateaux, il y avait Sodebo à cette époque-là, il y avait Teamwork, il y avait Giancarlo Pedote, enfin on était vraiment une pétée. Mais les conditions étaient exécrables. Enfin, on est à 2,40 qui ont perdu leur quille, qui se sont retournés. Enfin, ou non, en tout cas, un sûr. La nuit tombe et il y a les premiers Mayday à la VHF. Et je me rappelle, la VHF, moi, je baissais le son. C'était horrible, quoi. Je me suis dit, mais c'est ma deuxième transat en solo, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et donc, je repars le lendemain, et là, mon tour lâche, les conditions sont horribles. Je dis, bon, allez, laisse tomber. Je rentre au port, faut que je me pose, que je réfléchisse, et j'abandonne la course. Et en fait, cet abandon, elle a été la plus dure décision que j'ai à prendre en course au large, mais elle a été pas un apprentissage, mais une leçon en fait pour la suite. Elle m'a permis. C'est une forme de rappel à la réalité, quoi. Ouais, et puis on peut pas toujours naviguer à l'arrache en mode route. Ouais, mais même alors il y a ce côté. Ouais, alors déjà le côté route, oui, c'est pas toujours très bien, mais il y a aussi ce côté où tu sais ce qui se passe derrière, quoi. Et si t'abandonnes une course, la première abandon, elle est facile finalement à dire bon, j'abandonne, c'est bon. Mais après, tu te rends compte que c'est un peu comme un décès, quoi. Tu mets beaucoup de temps à t'en remettre et moi j'ai mis jusqu'à la route du Rhum 2018 pour m'en remettre. Il fallait que je boucle la boucle pour dire ok, c'est bon, j'ai effacé. J'aurais jamais effacé en fait cette route du Rhum là, mais je suis allé au bout et je passe au-dessus maintenant. Et jusqu'à là, donc il y a quand même un Vendée Globe entre les deux. Hein. Il y a un Vendée Globe entre les deux, quoi. Hein, donc 4 ans. Tous les gens qui abandonnent la route du Rhum doivent faire le Vendée Globe pour. Donc et la route du Rhum qui suit pour boucler la boucle. Ouais, donc après ce bateau, je le ramène à Lorient et puis j'ai plus de sponsors évidemment, plus de sous et je me dis bon qu'est-ce que je fais quoi. Puis il y avait la Jacques Vabre. Mais entre temps, j'étais allé en Estonie. Moi, je pars un peu dans tous les sens là, mais non, mais parce que. L'arrivée de la route du Rhum, donc je m'enferme à Paris. Aurélie habitait à Paris à ce moment-là, et je me retrouve à Paris pendant 3 mois, enfermé. Je sortais plus, j'étais pas bien, je savais pas quoi faire de ma vie. Je me suis dit bon, je suis vraiment nul, et puis grosse remise en question. Et je me dis bon, maintenant où c'est Vendée Globe, où c'est Jacques Vabre, mais Vendée Globe, j'ai un bateau que je connais, mais je sais pas à qui il est quoi. Et c'était Super Bigou. Et Super Bigou. Mais comment il arrive dans ton radar, Super Bigou? Parce qu'en fait, depuis gamin. C'est comme Navman. Ce bateau-là, c'était s'il était capable, s'il était encore en vie, on va dire, c'était avec ce bateau-là que je voulais faire le Vendée Globe. C'était pas un autre. Pas parce que c'était le bateau de Bernard et que c'était un Suisse et que pour l'histoire, c'est que je savais qu'avec Super Migou, j'allais pas avoir d'emmerde. J'allais aller au bout du truc. C'était un peu. C'était le bateau qui avait. Bon, déjà, il avait un historique de course assez important. Sauf sur le Vendée Globe, parce qu'il avait jamais fini le Vendée Globe, donc c'était quand même déjà un peu engagé. Et je sais pas, c'était un coffre-fort qui avait été construit à l'Esconil à l'époque, par une bande de potes. Enfin bref, tout l'enchaînement de ce bateau fait que c'était celui-là. Je sais pas pourquoi, il était beau, quoi. Tu regardais ce bateau, il a une ligne, parce qu'il existe toujours, il existera encore des années. C'est un bijou. C'est l'Eupen 60, parce qu'à l'époque c'était un Eupen 60 dans toute sa splendeur. C'est la luge, quoi. C'était dans les premières quilles pendulaires. Alors il avait un gréement classique à l'époque. Il était fait vraiment différemment. C'était 2 demi-coques. C'était pas un pont et une coque. C'était 2 demi-coques. Donc la structure, elle était faite vraiment à l'envers des autres bateaux. Il y avait une quille qui était sur palan. En fait, quand je regardais le système de ce bateau-là, tu savais que tout seul,
même si t'étais pas bon en technique, tu pouvais résoudre les problèmes. C'était des poulies, des bouts, un peu d'électronique, mais pas grand chose. Et en fait, c'était que, en bidouillant, tu pouvais finir ton Vendée Globe. Donc pour moi, c'était, voilà, je suis jeune, j'ai envie de faire le Vendée, pas parce que je suis jeune, mais parce que j'ai envie de faire le Vendée, parce que c'est un rêve de gosse. Et tout le monde croyait au début que c'était parce que je voulais être le plus jeune, mais j'en avais rien à secouer. Et je voulais ce bateau. Alors juste, je fais un tout petit instant d'auto-promo. Donc on a fait un épisode Into the Wind avec Bernard Stamm où il a longuement raconté la construction assez épique de ce bateau qui est aussi le fruit de plusieurs autres bateaux avec des éléments qu'il a récupérés à droite et à gauche et cette construction incroyable tout au bout du monde à l'Esconil. Je vous conseille de le réécouter. Il est en 2 épisodes parce qu'on avait passé presque 3 heures avec Bernard. Une question quand même, du coup, à quel moment ça intervient alors que t'es dans cette phase post-Rome un peu déprimée, quoi? À quel moment la lumière au bout du chemin arrive quand même? C'était Oh bah elle est arrivée. parce qu'entre le moment où on dit j'ai raté le Rhum, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, et le moment où tiens, je vais partir en chasse de Super Bigou, comment ça s'enchaîne en fait? Écoute, je crois que ça s'enchaîne assez. Tu sais, quand t'es enfermé dans une baraque, t'es sur un ordi, quoi. Hein, donc du coup, je sais pas, j'ai fait des recherches, des machins. Et je crois que j'écris à plusieurs personnes, savoir si quelqu'un sait où est Super Migou, quoi. Parce que tu te poses la question, tu te dis devant un café, tu te dis bon, allez, peut-être qu'il traîne quelque part et peut-être que ça pourrait me redonner un peu de piment dans ma vie, allez. Et du coup, on me dit, mais en fait, c'est Janus. Janus Tam, pas Stam, mais Tam, quel bateau, et qui avait couru la Mini, qui avait essayé de courir la Mini en 2013 aussi, donc je le connaissais plutôt bien. Et il me dit, mais je le contacte, il me dit, ouais, c'est mon bateau, quoi. J'ai dit, mais de où t'as un Mini, un Imoca, toi? Il dit, bah ouais, c'est le bateau de mes rêves, je me suis acheté ce bateau il y a quelques années et tout. Bah viens le voir, il est en Estonie, quoi. Parce qu'il est estonien. Il est estonien, mais Janus, donc avec Aurélien, on prend un billet d'avion, on trace en Estonie. On arrive là-bas, et puis alors il faisait moins 17 degrés, il y avait 2 mètres de neige sur le pont, je me souviendrai toujours de l'image, le bateau, il était dans un état. Mais il n'avait pas navigué. Il y a plus de hauteur de neige que de hauteur de tremblement. Il n'avait pas navigué depuis 7 ans, le truc. C'était une épave. C'était une épave, pour ouvrir le bateau, on était à la pelle dans le cockpit, c'était le sketch, quoi, non mais c'était le sketch. Et là, il me dit à cette époque-là, écoute, je te loue le bateau pour faire la Jacques Vabre et le Vendée. J'ai dit ok, bah écoute, je vais chercher des sous et puis je te redis quoi. On s'appelle, hein. On s'appelle. Et en fait, je me rends compte que le bateau, il est pas prêt, que trouver l'argent pour la Jacques Vabre, ça va être compliqué, etc. Bref. Et puis, j'ai toujours le classe 40 sous le coude, quoi. Et donc, je me dis, bon, allez, je fais la Jacques Vabre en classe 40. J'y vais comme ça. On monte un espèce de club de partenaires ou de famille de potes. Et puis, on monte un petit budget. Je refais le classe 40 et puis go sur la Jacques Vabre, quoi. Et en fait, au mois de août, donc 2015, l'année de la Jacques Vabre, Janus m'appelle, il me dit écoute Alan, je sais que t'as pas d'argent, je te laisse le bateau pour 1 euro symbolique, t'as le bateau, tu fais ton Vendée avec, je te demande pas plus. C'est une blague ou je dis parce que on est bientôt, c'est bientôt la Jacques Vabre, mais je vais pas, je vais faire en classe 40, mais il me dit par contre faut l'enlever avant que les glaces arrivent parce que du coup sinon le bateau on pourra pas le sortir avant un bout de temps, quoi. Donc l'hiver ça navigue pas en Estonie, quoi. Puis moi c'est pareil, niveau sous, ramener un bateau, j'ai pas le temps, faut que je fasse la Jacques Vabre et puis j'ai pas de sous parce qu'il faut quand même payer des convoyeurs pour le ramener. Et donc j'appelle mes premiers sponsors de la route du Rhum, la famille suisse, et je leur dis écoutez, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? C'est 12 000 balles, il faut que je ramène le bateau d'Estonie. Ouais, pas de souci, c'est bon. Tu peux appeler, dire que le bateau c'est bon, tu prends tes convoyeurs et c'est bon. C'était des convoyeurs de Janus, alors je sais pas qui il a pris, enfin bref. Et donc il me prête l'argent, il me donne l'argent même au final. On ramène le bateau, il ramène le bateau pendant que moi je traverse la Jacques Vabre, un peu luxe quand même pour un mec qui a pas de sous. Je suis en train de faire la Jacques Vabre en classe 40 et là j'ai un Imoca qui arrive à Cherbourg ou à Caen chez V1 des deux. Et donc je finis la Jacques Vabre dans les choux parce qu'on arrache le balcon, le bout dehors, les traves, enfin bref. Mais on finit la course, on ramène le bateau, c'est fait, je le ramène à son propriétaire, le bateau est vendu. Tu fais avec la Jacques Vabre, tu le fais avec Juliette Pétresse, qui a fait la route du Rhum juste exactement. avant, en 2014. En fait, je devais faire la Jacques Vabre avec mon père à ce moment-là, sauf que mon père, à un certain âge, on a des contrôles de santé qui sont un peu plus poussés. Et du coup, on lui détecte l'anévrisme de l'aorte. Pas idéal pour aller courir. Pas idéal, mais bon, pas non plus dramatique, quoi. Et donc, il est interdit de course au large. Et là, je me retrouve donc 2 mois avant le départ de la course et mince, comment je vais faire? Donc, je contacte Juliette.
Il me dit ok go et puis bon on fait la Jacques Vabre ensemble. C'est pour ça que sur ton bateau c'est marqué merci papa ou quelque chose comme ça de mémoire. En honneur parce que à mon toujours père, besoin de ponton en fait. je sais plus ce que j'avais dit sur le bateau, mais je trouvais ça dur en fait d'abord l'idée c'était d'avoir un projet ensemble. Parce que je voulais lui montrer ma vie. Voilà, je voulais qu'on fasse une course ensemble et je trouvais que c'était une belle histoire quoi. Et du coup bon c'est raté. On n'a jamais couru ensemble et peut-être qu'on courra jamais ensemble, mais je trouvais ça faire une Jacques Vabre père et fils, je trouvais que c'était une belle histoire pour nous parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui avec tout ce qu'il m'a appris, c'est cette culture de la mer et du coup voilà quoi. Je me suis dit on fait ça ensemble. Bref, avec Juliette Pétresse. Retour salon nautique à Paris donc en 2015. Fin 2015. Et là je débarque au salon nautique et je tombe sur 2-3 potes ministres. Et on discute et il me dit tu fais quoi maintenant et tout. Je dis là je pars demain là, je vais à Caen et je vais chercher un IMOCA quoi. C'est-à-dire j'ai récupéré un bateau, bon je sais pas trop dans quel état il est du coup mais voilà quoi. Mais c'est génial. Et du coup en gros j'embarque l'équipe quoi. Je dis allez ça vous dit un petit tour d'IMOCA. Donc on récupère le canot, on trouve le bateau à Caen dans un état pitoyable. On monte les voiles, on part, mais on n'avait jamais fait de 60 pieds de notre vie, quoi. Moi, je monte là-dessus, je me dis, mais c'est énorme, mais qu'est-ce que c'est que ce machin et tout. Bref, on monte les voiles, on se prend 35-40 nœuds dès le départ. Tu te dis, mais comment ça marche ce truc? Bref, on commence à monter à 20 nœuds, tout le monde s'accroche. C'est oh la vache, on va tout péter, on va tout péter. Il y avait rien qui tenait, tout était mort. On allume l'ordinateur, il prend feu. Enfin bref, le truc était... Oh. Donc on rentre à l'aveuglette jusqu'à Lorient, on arrive au port, et là, même les maîtres de port n'osaient pas toucher le bateau. Tellement il était épave. C'était le feu de navigation tribord, c'était une bouteille de Heineken avec une ampoule dedans, quoi. Et ça, c'était tout le bateau comme ça. Et là, oh là 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 là. Et là, du coup, il reste 11 mois en gros pour préparer le Vendée. J'ai pas une thune en poche pour payer la première mensualité de port du port. Ouais. Je vends ma moto, j'avais une 125 à l'époque, une vieille Honda, je la vends pour payer le premier mois, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et ça a été ça jusqu'au bout, quoi. Et en fait, là, tu rentres dans un autre monde. Donc, t'es le petit merdeux où on voit, t'as été route jusqu'au bout, t'as fait des trucs hyper à l'arrache, t'es avec un 60 pieds, donc on te regarde en mode, ça y est, il va nous refaire un truc à l'arrache, et machin, et pourquoi il fait ça? Et moi, je voulais faire mon Vendée, quoi. Je voulais faire mon tour du monde en solitaire, avec un 60 pieds. Et c'était le Vendée Globe, parce que le Vendée Globe, il y a cette magie, ça te permet aussi de trouver des sponsors, quoi, pour lancer le truc, enfin bref. Et là, donc, tu rentres dans la classe IMOCA, tu récupères un bateau qui n'avait pas couru depuis des années, donc il est plus à la jauge. On te dit, vous voulez être membre de la classe IMOCA? Il faut déjà sortir 12 ou 13 000 balles pour être membre. Là, parce que c'est obligatoire. moi, je les ai pas. Puis on commence à te mettre des bâtons dans les roues, un peu à gauche, à droite, donc tu te bats, il faut te qualifier, donc t'arrives, fais une course pour aller des Canaries jusqu'en Amérique. Et là, on dit, ton bateau, en fait, il est pas à la jauge, faut rajouter 300 kilos de plomb dans le bulbe. Et c'était 3 jours avant le départ de la course. Donc là, on sort le bateau à Lanzarote, on va chercher des feuilles de plomb dans toute l'île, et on greffe 300 kilos de plomb sur le voile de quille. Et on fait la transat, la routine. Et là, je me rappelle, il me disait, mais par contre, si le bateau, quand il revient au test de redressement, il passe pas, ta qualif, elle est annulée. Nickel, donc je fais un aller-retour dans l'Atlantique, peut-être pour rien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça a été tout comme ça, quoi, le projet. Et en gros, quand on s'inscrit au Vendée Globe, on a demandé à la famille d'Aurélia, moi, j'ai peut-être filé 1000 balles, mes parents, je sais plus. Bref, et famille, potes, on s'est dit, on va demander des thunes pour s'inscrire, parce qu'on n'a même pas de quoi inscrire le bateau, quoi. Il était pas assuré, enfin bref. Et là, il y a un article... Donc c'est un nouveau plan à l'arrache, sauf que c'est dans un monde où... la différence entre le plan à l'arrache et le plan normal est beaucoup plus importante. Je sais pas, moi, c'est comme si... Il n'y a même pas d'exemple, je crois. Il n'y a même pas d'exemple parce que c'était tellement impossible que... Et donc, il y a un article, le jour où on s'inscrit au Vendée Globe, qui sort dans un magazine suisse, là, c'était le matin.ch, et qui dit Alan Roy, le plus pauvre des marins suisses, ou un truc comme ça, n'a même pas de quoi payer l'inscription de s'en Vendée, je sais plus quoi. Ça commence bien. Et là, il y a une boîte qui nous appelle ou qui nous écrit et qui dit nous, ça nous intéresse, machin, est-ce que vous pouvez venir en Suisse? Donc bon, on va en Suisse et tout. Fallait presque faire un prêt à la banque pour prendre la bagnole, tu vois, pour aller en Suisse. Ce que je constate quand même, c'est que t'es le roi des contacts entrants, quoi. Ouais.
Mais ça vient des fois tout seul, ouais, tu sais pas pourquoi, mais sauf que le truc, ça c'était encore. Toi, t'es le gars, ta recharge de sponsor, c'est avoir le téléphone toujours chargé, quoi. C'est ça, mais je réponds pas en plus au téléphone, donc bon. Et là, on va donc à la fabrique. Et on rencontre Cyril Cornu, donc le fils du grand patron à cette époque-là. Aujourd'hui, il montait en grade. Et donc, on présente le budget et puis dit, bah voilà, c'était 400 000 francs pour le projet entier, quoi. Suisse. Ouais, 400 000 euros. Enfin, on était, ouais, ça n'aurait pas changé grand-chose. Et 400 000 balles pour faire un Vendée avec le bateau compris, autant dire que c'est quand même pas grand-chose. Et mais l'idée, c'était d'être bénévole du début à la fin, toute l'équipe. Parce qu'en fait, c'est la moitié du budget, quoi. Et en fait, on s'en sortait pas, sinon on n'avait pas assez de temps pour trouver le pognon. Et il dit, bon, on va réfléchir. Et donc moi, je pars dans ma tête en me disant, bon, bah, peut-être que ça va le faire, quoi. Et en fait, ils écrivent en août ou en septembre. Non, ils m'appellent en septembre. Donc en novembre, c'est le départ. Hein. Ils disent, ok, mais on veut tout le bateau, mais pas pour ce prix-là. C'est une blague. C'est parce qu'en fait là, moi je suis endetté à vie déjà là, et même si je vous dis oui, en fait on part pas parce que j'ai pas le budget, quoi. Enfin, mes voiles elles sont cuites, j'ai pas de voiles, hein, j'avais rien, quoi. Et du coup, je réfléchis, je suis ok, on y va. Vous mettez rien, vous avez le nom du bateau, on y va, mais c'est pas dit qu'on prenne au départ. Ok, pas de souci, ça nous va. Ok. Et pourquoi tu décides ça finalement? Parce que tu t'as pas d'autre choix, parce que la prise de risque. En fait, le calcul, il était. Moi, j'avais refait. On avait trouvé des petits financements à gauche à droite, quelques petits sponsors. J'avais fait un énorme chantier sur le bateau. C'est ce que la plupart des gens s'étaient pas rendu compte, c'est que Super Bigou, entre le début, la première course qualificative avec le bateau, et quand on l'a remis à l'eau au mois de août ou septembre, le bateau, je l'ai remis à poil. Je l'ai entièrement refait, quoi. On a fait les legs, on l'avait fait 3 jours avant le départ du Vendée. Mais ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Mais on avait fait gréement, on avait fait tout l'accastillage, les peintures. En fait, notre budget complet, c'était que pour le refit du bateau, quoi. Le moteur avait été refait, tout le système de barre, tout était. On avait préparé ce bateau pour faire un tour du monde. Donc, il fallait que tout soit aux petits oignons, pas pour faire de la course. On n'est pas allé chercher à gratter 1 kilo par-ci. Fiabilité, quoi. Fiabiliser à mort le bateau. Et donc, on le remet à l'eau, et là, les gens se disent, ah, il y a quelque chose, quoi. Et mais bon, j'avais pas de voile, j'avais rien, donc je commande les voiles au moment où la fabrique me dit ok. Sauf que les voiles, encore une fois, on est au village des Sables d'Olonne et on est une semaine avant le départ et j'appelle le voilier, j'ai dit mais et sont où les voiles? On a commandé 3 voiles histoire d'avoir des trucs autres que cheminée Poujola de 2001 à 2007 pour couvrir le Vendée, c'était un peu limite. Et il me dit bah ouais, mais en fait parce qu'en fait du coup nous il nous manque encore la moitié du budget, enfin la moitié des sous pour les voiles, quoi. Donc pour le moment, elles restent à Lorient, les voiles. Parce que là, le départ, c'est dans une semaine, puis on les a toujours pas testés. Bah ouais, mais t'as pas payé, Alan, t'as pas payé, quoi. Et là, Aurélia appelle la fabrique, il dit, écoutez, il manquait, c'était 15 000 balles. On parlait même pas non plus il manque 15 000 balles, est-ce que on vous les rendra, quoi, parce que voilà, mais là, et donc, il paye les voiles arrivent le lendemain, on fait la banque image, et on boucle notre budget du départ du Vendée Globe 2 semaines après. En mer. Ah oui. On le boucle en mer, mais on le boucle sans le boucler parce qu'en fait, on rembourse nos dettes à ce moment-là. On n'est plus endetté. C'était des petites dettes. C'était pas avec on n'était pas endetté avec des entreprises. On a toujours été payé rubis sur l'ongle tout le monde. On peut demander à tout le monde. J'ai aucune casserole au cul. Mais par contre, avec la famille et les potes, ça c'était un peu autre chose. Mais c'est différent, on va dire. Et du coup, c'est pas les mêmes procédures de recouvrement. Ouais. Et là, tu pars sur le Vendée, tu te dis, bon, j'ai pas bouclé mon budget, quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud, et le bateau, par contre, il est impeccable. Mais je vais rentrer, je vais bosser pendant 10 ans, quoi. Donc, on boucle le budget, elle me dit, ouais, en mer, c'est bon, on a bouclé le truc, et là, antenne satellite qui saute, et du coup, je fais tout avec un Iridium portable, quoi. Et là, je sais plus si c'est 18 ou 25 000 balles de hors forfait. Donc j'ai bossé pendant 2 ans derrière pour payer le truc. Enfin bref, toute une. Alors, juste sur ce Vendée, là, on se souvient du départ où t'es habillé en marin avec ta casquette et tout. Et on se souvient aussi de ton émotion. Qu'est-ce qui se passe là sur le départ? Tu te dis, bon, bah, c'est le rêve de môme que j'ai depuis 15 ans qui est en train de se réaliser. Il y a quand même beaucoup de doutes dans la flotte. Il y aura à l'issue du Vendée, Jacques Carrez qui te rendra hommage en disant, lui, quand même,
je suis surveillé du coin de l'œil parce que j'avais pas trop confiance et puis il voulait pas que je parte. Il m'a bien bluffé, voilà, c'est ça. Il voulait pas que j'y aille, mais il avait raison. Hein. Enfin, Ouais. franchement, Parce que t'as 23 ans, hein. ouais, j'ai 23 Alors après, ans. après tout, je veux dire, Hélène MacArthur, elle fait le Vendée Globe à 25 ans et elle fait deuxième. C'est pas forcément la jeunesse qui est en cause, mais du coup, c'était plutôt peut-être le côté préparation à l'arrache Ouais, qui l'interrogeait. Mais raconte-nous un peu du coup l'ambiance de ce départ-là, à la fois l'émotion et puis peut-être un peu le doute, quoi. T'es le mouton noir déjà de la flotte, donc t'es pas hyper à l'aise au départ. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que la plupart des marins avaient peur que je fasse ça que pour de la com. Dans le milieu, quand il y a un petit nouveau qui arrive, etc. En plus, avec un projet à l'arrache, il va y faire que de la com, etc. Et machin, et nan, il va nous piquer notre truc, bon. Et bon, de toute façon, j'ai pas pu faire de com, j'avais rien pour communiquer depuis le bateau, donc au moins ça c'était réglé, et c'était pas le but. Et c'est vrai que moi, il y avait ce mélange où, je pense que pendant le village, il y a quand même pas mal de marins qui ont compris qu'on n'y allait pas pour rigoler, mine de rien, parce que ça bossait jour et nuit sur le bateau. Moi, j'étais présent tout le temps, j'ai jamais lâché l'affaire. Avec les gars, même la veille du départ, j'étais encore sur le bateau à bricoler. Et il y avait pas de... Je sais, en fait, quand j'y repense, c'était complètement engagé. C'était n'importe quoi notre histoire, parce qu'on refait l'électronique 4 jours avant le départ. Moi, je suis en stress total et je descends la passerelle le matin du départ. Alors, habillé en Corto Maltese, c'était un rêve de gosse. J'avais acheté cette veste en Nouvelle-Zélande. Et donc ça, c'était en 2010. Et je me suis dit, le jour, parce que je vais bien le prendre un jour, ce départ du Vendée, le jour où je prends le départ du Vendée, ça sera avec cette veste. Et 6 ans après, je pars avec cette veste sur le Vendée Globe. C'était pas pour être Corto Maltese, c'est une veste marine de Nouvelle-Zélande que j'ai toujours et qui, voilà, je voulais partir avec cette veste. Et d'ailleurs, elle a fait le tour du monde dans le bateau. J'ai oublié de la débarquer après, tant pis. Et je descends cette passerelle. Là, il est 6h du mat. Et là, j'ai une partie d'équipe qui vient me voir à la descente de la passerelle et qui me dit, écoute, Alan, il y a un blackout sur le bateau. Cette nuit, là, on a bossé jusqu'à 4h du mat, là. T'as plus de compas, alors, t'as plus de compas pour le pilote, enfin le vrai compas, donc t'es que en Fluxgate, tous les trucs merdiques, ça allait bien il y a 30 ans, mais aujourd'hui, voilà, ça se manipule pas le pareil. T'as plus... j'avais plus rien quoi dans le bateau qui marchait. Donc, nous, on te propose un truc, c'est tu sors, tu prends le départ, et puis après, t'as 7 jours, tu peux revenir, puis on finit le bateau, quoi. Fini le bateau. Et notre électro, c'était David Leven, qui est un seigneur, un dieu. Et je me rappelle ce matin-là, il m'a regardé, mais il avait les larmes aux yeux, quoi. Il était déçu que je l'ai appelé si tardivement, mais j'avais pas les sous pour le payer avant. Et il voulait pas me laisser partir dans ces conditions-là. Et je lui ai tapé sur l'épaule, j'ai dit, écoute, j'y vais, quoi. C'est un bateau, il y a un pilote qui marche, ouais, c'est bon. Et j'avais pas d'aérien, tout avait cramé quoi en gros. Et du coup je suis parti. Je prends le départ et en fait pour moi je savais que si j'arrivais à prendre le départ, c'était gagné. J'allais aller au bout. En fait plus rien pouvait m'arrêter parce que le plus dur était là. On dit souvent des fois il y a des profils au Vendée Globe qui démarquent comme ça. Ouais mais attends, la victoire pour y aller quoi. Enfin c'est monter un projet, trouver un bateau, monter une équipe, les financements et tout ce qui va avec, c'est déjà une sacrée victoire d'être au départ. Et après je savais que c'était qu'un jeu de marin. Et ça, pour le coup, je dis pas que je suis pas un excellent coureur au large, mais par contre, je sais que je suis un bon marin et que un tour du monde, pour moi, un Vendée Globe, c'est une course de marin avant tout. Et du coup, je suis parti. Je fais ma course, quoi. J'ai monté mes voiles. La première nuit, je fais 18 départs à la bâtée parce que mon pilote tient pas et tout. Et puis, c'est pas grave, quoi. Tant pis, je continue, quoi. Et j'y retourne. Et après, il s'est enchaîné pas mal d'avaries. Du coup, tu pars effectivement sans électronique, du coup. Je pars avec la moitié de mon électronique qui marche pas. J'avais pas d'AIS, j'avais plus d'aérien. Et que tu ne retrouveras pas en course, quoi. Et du coup, non, mais j'ai réparé au fur et à mesure en mer, quoi. J'ai sorti mon poste à souder dès que ça s'est calmé. J'ai refait le compas. J'ai refait... à l'arrivée, le bateau marchait mieux qu'au départ, quoi. Mais c'était pas grave. J'ai fait... les aériens, ils ont jamais marché. Donc, en fait, j'ai fait tout en mode compas, quoi. Ah ouais. Voilà. Et c'était hyper bien parce que j'ai fait la mini comme ça aussi. Mon aérien j'avais pris le moins cher, il a pas marché. Donc voilà. Et en fait, mode compas, ce bateau-là, il était tellement, il acceptait tellement en fait les erreurs. Et tu peux tellement glisser. Tu peux être à 165, 178 vents sous spi. T'as pas de souci. Il navigue très bas. Il navigue très très bas. Donc en fait, t'es tranquille. Même si le vent tourne, t'as de la marge, quoi. Donc
tout en mode compas, en route directe. Et en fait, je suis un des bateaux qui a fait le moins de 1000 nautiques. Alors, j'étais pas très rapide, par contre, j'ai pas fait de 1000. Et du coup, je fais une course, je m'en sors pas mal, quoi, finalement, avec mon petit budget, mon bateau à l'arrache. Et là, ça a été, je me suis découvert un autre mode de navigation, quoi. Je me suis pris au truc de, attends, mais je vais le bouffer, celui-là. J'avais Cali, Arnaud Boissière et Fabrice Amédéo qui avaient des bateaux plus récents avec un budget, etc. Et à un moment donné, on fait la moitié du tour du monde côte à côte, quoi. Et je me dis, attends, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire. Tu deviens compétiteur sur ce Vendée Globe ? Ah ouais. J'arrive, mais je suis presque déçu de pas les avoir battus, quoi. Et puis à l'arrivée, je veux dire, c'est une transformation par rapport à la manière dont tu naviguais avant ? En mini, j'étais déjà compétiteur. En classe 40, il y a eu des hauts et des bas. Mais en fait, quand tu pars sur un Vendée avec un bateau aussi vieux, tu y vas pas pour la compétition, quoi. Et en fait, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Parce que tu peux avoir un vieux bateau, mais si t'arrives à bien le gérer, tu peux faire un truc hyper propre, quoi. Je vois Pip Air qui a fait le Vendée, du coup, avec mon bateau. Enfin, du coup, son bateau, du coup, 4 ans après. Elle en a impressionné plus d'un, j'ai envie de dire, quoi. Donc le bateau, ce bateau marchait très bien. Mais si tu le mènes bien, tu peux aller vraiment loin, quoi. Et du coup, il y a pas mal de marins qui hallucinaient, quoi. Mais tu marches avec ton truc, quoi. Ouais, parce qu'il est indestructible. Donc en fait, même quand il y a 30 nœuds, t'es toute voile dehors, quoi. Tu te poses pas de questions et tu bourrines et tu bourrines. Et du coup, j'étais presque déçu à l'arrivée du classement, quoi. Alors que, c'était clairement honorable, quoi. Je fais 12e ou 11e, voilà. Mais super content d'arriver. Le mât, en fait, était fissuré en deux depuis les 3/4 du tour du monde. J'avais 12 000 soucis. Et tant pis, quoi. L'idée, c'était, je dois finir mon Vendée pour toutes ces personnes qui m'ont aidé, quoi. Et est-ce qu'il est conforme à ce que tu projetais depuis tant d'années ? Il est clairement conforme. Il a été assez de ce que j'entendais, de ce que par rapport au dernier, la différence entre les deux. Le premier était plus typé à un vrai Vendée Globe en termes de conditions, flux dépressionnaire, passage de front, etc. dans le sud. Le deuxième, beaucoup moins. Mais c'est vrai que le premier, je m'étais fait une liste, en fait, de ce que j'imaginais rencontrer, les avaries que j'imaginais avoir, etc. Et en fait, j'ai quasiment tout coché, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée que je m'étais faite sur le papier. La réalité était bien là, quoi. Et c'est pour ça, je pense que j'ai eu... Je vivais chaque moment comme si c'était le dernier, parce que je savais que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Tu pouvais taper un truc, tu pouvais démater, la course, elle pouvait durer 1 heure comme elle pouvait durer 4 mois, quoi. Et du coup, j'ai pris un plaisir, mais de malade sur cette course. C'était le bonheur tout le temps. Et c'était vraiment ce que j'imaginais, quoi. Et on se souvient du fameux remplacement du safran, qui du coup change pour beaucoup d'observateurs la perception qu'ils peuvent avoir de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu Caraès raconte bien, il dit là, le jour où il a changé son safran, il m'a rappelé 1 heure après, c'était fait, j'ai compris que j'avais pas affaire au marin que je pensais, quoi. Le safran Point Nemo, ça fait je sais pas 60 jours que je suis en mer, donc bien cramé. On est dans une DEP, du coup c'est là où je les perds d'ailleurs, Fabrice et Cali. Une bonne dépression, il y a 40-45 nœuds, il y a une bonne mer. Et donc je suis au portant, ça marche plutôt pas mal. Là, je suis entre 18 et 20 nœuds avec le bateau, donc vraiment sous-toilé à la cool. Et je me rappelle le matin envoyer un mail à l'équipe en disant, parce que je pouvais envoyer que des mails sur le bateau, dire ça y est, Point Nemo est là. S'il faut casser, j'espère que c'est pas là parce que c'est un peu loin, quoi. Le Point Nemo, c'est le point le plus éloigné de toute Terre. En gros, sur les océans. Les mecs, je crois, les humains, les êtres humains les plus proches, c'est dans l'espace. Ouais. Bon, ça peut être long, quoi, d'attendre. C'est pas très pratique. Il y a mieux, quoi. Et là, je termine mon mail, j'envoie, je me fais un café, machin, et là, bim, le bateau s'arrête net. Et je sors, et là, j'ai le safran, je vois le safran, l'appel de safran en train de flotter derrière, quoi. Et là, je fais, merde, comment je vais gérer mon truc? Donc le bateau part en sucette, parce que il y en a 2 des safrans sur ces bateaux, c'est bien joli, mais quand on enlève un, ça marche quand même vachement moins bien. Et là, premier réflexe, du coup, c'est descendre dans le fond de coque, voir ce qui se passe, quoi. Et là, en fait, je vois que le safran ne s'est pas, enfin, il s'est arraché, il s'est pas cassé. Donc en fait, la mèche de safran, elle a été pétée au milieu, à l'intérieur du bateau. Donc j'ai le palier qui sort un peu de son emboîtement, j'ai une énorme voie d'eau parce que j'ai un trou, le trou du palier dans la coque, et là le bateau se remplit d'eau.
Et là, je me dis, mais là, c'est la fin, quoi. Comment je vais réparer mon truc? Moi, j'essaye de boucher à l'arrache, machin, de mettre le bateau à la contre-gîte, mais ça marche pas. Il y a beaucoup de mer, il est pas stable du tout. Puis, le temps passe, quoi. Puis, je me dis, merde, mais déjà, je commence par appeler les gars et voilà, dire ce qui se passe. Donc, avec l'Iridium, je suis dans le cockpit, j'ai pas d'antenne, donc du coup, j'attends que ça capte. Et là, j'ai Gilles au téléphone et je lui dis, écoute, je coule, je te rappelle dans 10 minutes, quoi. Nickel, eux, il est 3 ou 4 heures du mat, impeccable. Et je rappelle déjà 1 heure après, donc super, tu vois, une bonne ambiance. Et j'appelle Jaco, j'appelle machin et tout. Puis en fait, l'erreur, c'est que j'aurais dû appeler Bernard. Parce que ça lui était arrivé. Sauf que dans le moment de stress, il pense pas et le bateau se remplit d'eau. Et là, l'intégralité du bateau, il y a de l'eau jusqu'au genou, quoi. Donc là, c'est critique. C'est critique, tous les sacs de bouffe flottent, tout est sous l'eau. Tout. Je vois l'ordi qui flotte. Enfin bref, ça a été heureusement qu'il y avait du sperme. Enfin bon. Et je me dis, bon, bah là maintenant, il y a peut-être une solution. Du coup, avec l'eau dans le bateau, je vais faire office de carène liquide, quoi. Je vais coucher le bateau avec la quille, mettre les voiles à contre, et puis je vais attendre de voir ce qui se passe, quoi. Et avant, je me dis, attends, tu vas te faire un café. Donc, complètement, le mec stupide, quoi. Donc, je suis en train de couler, et là, j'allume le réchaud, j'ai les pieds dans l'eau, congelé et tout, et je me sors un café, je m'assieds dans le cockpit, et je regarde mon bateau, et je me dis, bon, bah écoute, je finis mon café, et après, c'est où j'ai trouvé la solution adéquate, et on va au bout. Ou en gros on finit les deux là, quoi, parce que là je vois pas, enfin en tout cas toi tu risques de finir là, moi je sais pas, mais voilà, quoi. Donc je finis mon café, je me dis bon allez c'est parti, donc je couche le bateau, je prends le safran de Sper, je vais faire un système avec un bout de bout qui passe à travers les deux donc tu couches le bateau pour que le trou du safran soit plus dans de l'eau, l'eau, ouais. soit hors de l'eau. Et en fait il y a tellement de vent que je garde grand voile et J3 à contre. 45 nœuds, donc le truc il est étalé sur l'eau, j'ai la baume dans l'eau, le truc il est couché, et avec le vent en fait, bah, il s'appuyait contre la coque, donc le bateau il était enfin le 90, ouais, il était à 90 degrés, quoi, donc c'était presque nickel, quoi. Donc là je jette mon safran à l'eau avec un système de bout qui passe à travers les deux paliers. J'avais déjà préparé mon boudrier, et en gros j'arrive à emboîter la première partie du safran. Là il y a une vague qui arrive au même moment, et je me dis de toute façon c'est pas compliqué, où la vague elle est juste qu'il faut, elle le met au niveau, je l'emboîte et c'est bon, ou le bout de pète, ou j'arrive à emboîter qu'une partie du safran et la mèche pète parce que dans la vague, tu vois, le bras de levier, voilà. De toute façon, j'ai pas d'autre solution, voilà. Et là, j'arrive à l'emboîter quasiment jusqu'en haut. Sauf que l'aliment des paliers qui avait travaillé, voilà. Donc, je saute par-dessus bord, accroché avec mon boudrier, les pieds contre la coque, puis j'enfile la pelle. Avec le bateau toujours couché. Avec le bateau couché, nickel, impec, quoi. Et je l'emboîte, et je le fixe à la bastagne, je bloque le truc. Et là, je fais purée, j'ai bouché le trou, quoi. Et donc, je vais dans le bateau, je fixe mon système de barre sur le nouveau safran. J'affale la grand voile, je pars sur voile d'avant, et là, en fait, je suis manœuvrant, quoi. J'ai plus de voie d'eau. Enfin, j'ai encore une voie d'eau parce que tout le carbone au fond avait craqué, mais j'ai plus un geyser d'eau dans le bateau, quoi. Et donc là, j'appelle Jaco et je dis bon, bah Jaco, c'est bon, c'est réparé, quoi. Et il me dit mais c'est une blague. Je dis non, c'est bon, c'est le safran est remis. Bon, il y a encore une voie d'eau, mais c'est bon, je refais ma route, quoi. Par contre, je sais combien de mètres cubes dans le bateau de flotte, et puis du coup, moi j'avais que un moteur dans le bateau pour faire de l'énergie. Il fallait que je mette en route toutes les pompes de cale, mais j'avais plus d'énergie. Le moteur était désamorcé, donc il a fallu déjà réamorcer le moteur. J'ai déjà passé 5 heures à réamorcer le moteur. Tu passes plus de temps à réamorcer le moteur qu'à réparer le safran. Oh purée, exactement. Et du coup, je vide l'intégralité du bateau. Au début, je suis à coup de seau et machin. Puis bref, toute la nuit, je bosse, j'arrive à vider, à sécher. En fait, les cloisons étanches étaient plus étanches, quoi. Le problème entre on part, il fait froid, après il y a la chaleur, après il refait froid, et en fait tous les joints, entre la dilatation, etc., c'est plus étanche, quoi. Et donc le bateau était blindé de flotte. Du coup, je commence par faire une grosse strate, du composite du coup dans la partie autour de la mèche de safran derrière, mais ça prend toujours l'eau, donc j'attends de changer de bord pour avoir un minimum d'eau. Et puis après, c'est lessive, quoi. Donc faire tourner le dessal, faire de l'eau douce, faire de la lessive, essayer de rincer les plats qui restaient, mais tout le frais, j'avais tout perdu. Tous mes fringues étaient trempées. Parce que t'as beau mettre ça dans des sacs étanches, mais quand ça passe 6-8 heures dans la flotte, et puis avec l'espèce de carré liquide dans le bateau à se faire secouer, tout était mort, quoi. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai réparé le bateau, mais je vais jamais finir, quoi. J'ai plus rien, quoi.
Et donc je fais tourner mes lessives, mes machins, mes trucs, et par chance, pendant 2 jours après cette avarie, après la Quand dette... tu dis je fais tourner mes lessives, t'as pas de machine à laver. Non, j'avais mes seaux, et puis... Non, mais précisons quand même. Non, un coup de C'est à la seau, main, quoi, hein. c'est à la main, à Ouais. l'ancienne et tout. Et en fait, ça repart, quoi. Et j'ai perdu... sur la flotte, j'ai peut-être perdu en tout 100 000, quoi. Donc, grosse avarie, mais qui finalement se passe super bien et qui va jusqu'au bout, quoi. Et du coup, le bateau termine, on termine la course et on refait le fond de coque du coup à Lorient, quoi. Mais jusqu'à là, tout va bien. Et en fait, cette avarie-là était pas la plus grosse parce que la plus grosse, c'était en passant les Kerguelen, Jean Panne, l'erreur du débutant. Il y a eu 6-8 nœuds de vent. Et Jean Panne, mais en mode la nonchalance absolue. Je pousse la barre et la grand voile passe, ça claque un coup. Et là, en fait, j'ai un des boîtiers de latte. Il y a une tétine qui va dans le chariot. En fait, c'est une petite boule, c'est une boule Frederickson. Et ça m'était déjà arrivé une fois. Et elle pète et en fait, la latte vient et s'emboîte dans le mât. Et elle traverse le mât, quoi. Et en fait, donc j'ai un trou de la taille de je sais pas moi, un paquet de cigarettes, en gros, dans le mât, quoi. Je fais oups, oups, problème. Et en fait, j'avais vu qu'au fur et à mesure des jours de nav, le mât il se fissurait, quoi. Sauf que je l'ai dit à personne. J'ai dit à personne parce qu'on m'aurait obligé à faire escale et réparer, quoi. C'était logique, je pouvais pas faire le tour avec un mât pété en deux, quoi. Et du coup, j'ai oublié. Après, T'as évacué, quoi. J'ai évacué, j'ai complètement T'as oublié occulté. le truc. Puis c'est arrivé au Sable d'Olonne, l'équipe monte à bord. Puis le lendemain, on fait un check du mât, enfin check du bateau. Puis ils montent dans le mât, puis ils me disent, t'as pas oublié de nous dire un truc? Ouais, petit détail, ouais. Et en fait, à l'arrivée à Lorient, quand on démate le bateau, c'était le rail de grand voile qui tenait le mât. Voilà, il y avait plus une peau qui tenait le mât, Ah quoi. oui. Il était mort. On l'a réparé, mais il était pété en deux, quoi. Voilà. Donc des fois, le safran, on parle du safran, mais il y avait plein d'autres choses. Enfin bref, c'était toute une histoire. On parle de ce dont tu as parlé, en fait. Ce que tu as accepté de dévoiler. C'est ça. Mais je suis rentré dans le truc, j'aurais jamais imaginé. J'arrivais à envoyer des mails et une temps en temps 2 ou 3 photos. Et quand j'étais par exemple avec Cali et Fabrice, j'envoyais des dessins à la terre. Attaque psychologique. Dire que je vais aussi vite que vous avec un vieux bateau et je dessine à bord. Je faisais des trucs, mais comme les grands, enfin tu vois, comme du François Gabard, du Hermel Lecléache, quoi. J'étais en mode, je vais vous attaquer psychologiquement, quoi. C'est de dire non, mais moi j'ai plus de spi ou j'ai plus. Et juste pour tu vois, les tirer à bout, quoi. Je voulais les tirer à bout, quoi. Et du coup, c'est là où je me suis dit, tu rentres vraiment en mode course, quoi. Tu deviens un coureur, quoi. Un emmerdeur, un teigneux, quoi. Dans quel état tu termines le Vendée, du coup? Dans l'accomplissement du rêve, dans le coup d'après, déjà? On sait souvent que il y a plein de marins qui savent déjà, en arrivant au Vendée, qui ont déjà préparé la suite dans la remontée de l'Atlantique. Toi, dans quel état d'esprit tu es? Alors, moi, en remontant l'Atlantique, je dis à l'équipe, il faut que j'y retourne. Regardez les bateaux de casse, faut que j'y retourne parce que je l'ai pas fini, mais je sens qu'il y a un truc à faire. Et j'arrive au Sable d'Olonne. Moi, physiquement, je suis rincé. Et en fait... T'es barbu aussi, hein, t'as quand même... Barbu. T'as une barbe parce que t'as oublié ton rasoir. J'ai donc, une bonne barbe. Mais non, il a pris l'eau. Je l'avais, mais il a pris l'eau. Et en fait, un petit coup dur parce que là, tu t'assieds, tu prends une bière sur une terrasse. À cette époque-là, on pouvait prendre une bière sur une terrasse. À l'arrivée du Vendée, je veux dire. Et du coup, je me dis, j'ai réalisé mon plus grand rêve, quoi. Je fais quoi demain? Et tu te dis, quel projet j'ai envie de mener parce que j'avais 24 ans et tu te dis à 24 ans, en termes maritimes, j'ai réalisé ce que je voulais, quoi. Et je me dis, j'aimerais bien y retourner, mais avec un bateau un peu plus compétitif, faire quelque chose de plus, voilà, avec une équipe plus conséquente et voir ce que je vaux. Rémunéré. Rémunéré, gagner un peu ma vie serait cool. Et donc la fabrique me convoque. Mais t'es tout de suite dans ce coup-là, quoi. Toi, Ouais. Y a pas, ce que tu racontes, tu dis que tu te projettes déjà sur ce projet-là avant d'avoir fini. Ah ouais, je m'y projette, mais il y a quand même un petit coup de. J'ai quand même réalisé ce que je voulais faire, donc qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai envie, mais est-ce que c'est bien ce que je veux ou est-ce que c'est un peu la maladie du Vendée? Parce que le Vendée, des fois, tu vas 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est un peu. C'est pas une routine, hein, mais c'est presque une habitude, quoi. Et je voulais avoir vraiment l'envie d'y aller. Voilà, c'est pas le faire pour le faire. Et donc je retourne à la fabrique, ils me convoquent et on prend un café. Je me souviendrai toujours de ça. On prend un café, on leur présente 3 budgets avec 3 bateaux. Et le temps de boire le café, donc allez, 1/4 d'heure.
Il me dit bon, on va faire un tour sur l'eau, là, on prend le bateau de pêche, on va boire un verre au bord du lac. Je dis, ouais. J'ai mis parce que là, j'ai pas fini de vous présenter. Non, mais c'est bon. On t'a testé sur le premier. Là, on appelle le bateau La Fabrique et puis on y va, quoi. Tu vas acheter le plan finaux de Broc, de Bertrand de Broc, et puis c'est parti, quoi. Et là, j'ai fait waouh. Bah, tu vois, t'as pris des risques. Il y a pas eu de négo, quoi. Il y a pas eu de négo. T'as pris des risques la première fois. En gros, on t'a testé, quoi. Et t'es allé au bout et tu nous as prouvé. Donc maintenant, c'est bon. T'as gagné ton vrai Vendée, quoi. Et donc le projet a redémarré comme ça. Donc instantanément, quoi. Du coup, instantanément. Et c'était incroyable parce que toute mon équipe était bénévole. La plupart travaillaient en école de voile à Saint-Brévin-des-Pins. Moi, je leur ai fait la promesse à l'époque en disant si le projet redémarre, si on a un nouveau projet derrière, moi, je vous embauche. Et parce que vous avez bossé bénévolement, parce que je vois que vous accrochez là-dedans et que vous montrez que vous avez envie et que moi, j'ai envie de vous garder, quoi. Et donc, je sors du bureau, je rentre dans la bagnole, j'hurle, mais comme jamais. Et là, je rentre, du coup, c'était route Bretagne, quoi. Donc, je suis sur l'autoroute. Là, j'appelle un par un les gars et je fais bon, tu peux poser ta démission, quoi. C'est parti, quoi. Et là, on était tous, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, on part sur un projet différent avec un bateau pas neuf, hein, loin de là, mais un bateau milieu de gamme. On se dit, on va le modifier au fur et à mesure des années, on va faire un truc bien et on a une équipe plus conséquente, on est structuré et on part sur un truc où la Fabrique devient un projet ambitieux, quoi. Un projet qui peut un pseudo outsider, quelqu'un qui peut jouer dans le top 10, enfin tu vois, un peu dans cet état d'esprit là, quoi. Et du coup, objectif de Vendée 2020, quoi. Alors là, c'est le temps de l'arrache qui a quand même, de ce qu'on raconte depuis presque une heure un quart, quoi. Ce temps-là est fini, quoi. C'est fini. C'est le temps de l'embourgeoisement, quoi. C'est fini, là, tu te retrouves. Je mets ça avec plein de guillemets, parce que t'es chef de projet, t'es chef de chantier, chef d'entreprise. Tu dois gérer des gains, tu te retrouves avec un budget où tu fais mais moi j'ai jamais connu ça, ok, mais c'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut le dépenser bêtement. Alors il y a un petit côté quand même roots, quoi, parce que alors c'est roots peut-être dans la manière de c'est pas roots, c'est pas le terme, tribu. On est une espèce de tribu, l'équipe, et on s'autogère d'une manière un peu différente des autres, et du coup on prépare le projet. On essaie de faire un truc ambitieux, on s'entoure de personnes compétentes, mais qui nous font aussi évoluer, quoi. On essaye de grandir tous ensemble, quoi. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une énorme étape, mais comme pour tout le monde, parce que on s'est tous retrouvés à des postes qui n'étaient pas, on n'était pas préparés en fait à ça, quoi. Donc on part là-dessus. Et ça a été un projet de dingue, quoi. On fait la Jacques Vabre avec le bateau en 2017. Je pars avec Frédéric Denis qui gagne la Mini Transat en 2015 de souvenir. On part avec le bateau intact, tel qu'on l'a acheté, quoi, aux nouvelles couleurs, mais tel qu'on l'a acheté. Puis c'était l'apprentissage, quoi. C'était un autre bateau, d'autres performances. On fait notre Jacques Vabre, on est mieux de tableau, très bien. Et au retour, on savait qu'on allait greffer des foils, quoi. On allait faire un truc un truc de dingue, quoi. C'était un objectif pour moi il y avait le côté performance, mais il y avait l'objectif je pense, dans l'étape d'un marin, avant de construire un bateau ou de partir sur quelque chose de vraiment performant, il y a le côté où t'as envie de mettre une pierre un peu à l'édifice de mieux et d'apporter quelque chose, de tester quelque chose. Et c'est vrai que ce bateau, il était adapté pour mettre des foils, il était adapté pour plein de choses. On a fait un énorme chantier, on a passé trop de temps, on a mis 8 mois, gros chantier. On met le bateau à l'eau 2 mois avant le départ de la route du Rhum, et moi, j'avais jamais navigué en solo dessus, quoi. Donc des foils, toutes les voiles neuves, on a refait tout le bateau, quoi. C'était un nouveau bateau, et là je me retrouve sur la route du Rhum en solo, quoi. Et route du Rhum incroyable. Je prends mon pied à un truc, et là j'efface la route du Rhum 2014. Et puis surtout tu joues dans un autre paquet. T'as changé de division, quoi. Là, je change sportivement parlant, on s'entend. Départ, alors, en plus départ de la route du Rhum, je me chope une gastro les 2 premiers jours, donc au fond du trou. Mais je me dis bon, faut rien lâcher, même si t'es pas bien, c'est pas grave, tu vas au bout. Et en fait, je regarde pas le classement, je regarde rien du tout, je fonce tête baissée, et c'est à un moment donné, on est au large de Madère, et j'ai Yann Eliès à la IS, quoi, à côté de moi. Tiens. Et là, j'entends la VHF. La Fabrique pour Gaët Saint-Michel. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là Je dis c'est plutôt toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il fait mais tu sais que t'es 4e là. Je fais non. Et en fait je fais un début de course. Il y avait une grosse phase de molle et j'arrive à m'en sortir
Je passe au milieu de la flotte. Il y a une grosse phase de cartouche, encore une fois, hein, quand même. Mais moi, j'aime bien la cartouche, du coup, donc ça matchait bien. Et je sors de là, mais nickel. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est que départ de la route du Rhum, équipe jeune, on apprend tous et on se plante de sacs de voile au départ. Alors ça, on l'a pas dit, hein. Maintenant on peut le dire parce que c'est fait, c'est vieux. Je dis aux gars, pour expliquer, il y a plusieurs voiles, il y a beaucoup de voiles sur Animoca. Ouais. Et la veille du départ ou l'avant-veille, je sais plus quel est le timing, vous devez décider et déclarer le nombre de voiles que vous mettez à bord. C'est ça. Et donc du tu peux coup, choisir ta config de voile un peu en fonction des conditions météo qui arrivent. T'as les voiles plates de bout dehors, donc tu peux avoir, on appelle ça un code 0, un J0, tu peux avoir un grand Genneker, les SPI, etc. Et donc je dis aux gars, vu les condis là, on sort le J0 là, donc c'est une voile qui est très plate, qui est fait plutôt pour faire du pré, et on prend le grand Genac et le SPI, quoi. Ok, super. Et donc sur la ligne de départ, ça partait sous Genac, et je dis aux gars, allez, on part, on monte Genac, on part sous Genac, quoi. Et il y en a un qui sort le sac, il me fait, on s'est gouré de sac, quoi. C'est-à-dire, il manque laquelle? Rassure-moi, il manque le J3, tu vois, la plus petite, ou non, on a pris le J0 et pas le grand Genac, quoi. Et en fait, j'étais pas du tout dans le mode d'énervement ou c'est pas grave, je m'en débrouillerai, quoi. Je dirais, c'est pas grave, ça va me pousser encore plus. Et donc de départ, pas de Genac, je me fais un peu démonter, puis après ça part pleine balle, et en fait arrivé sud de Madère, là en fait on rentre dans les alizés gentiment, quoi. Sauf que les alizés, il y a plutôt 25 nœuds que 18-20 nœuds, quoi, voire dans les grains 30 nœuds. Et je me dis je fais un essai sous J0, et je me rends compte que je suis collé, que j'avance pas, quoi. Je sais ça va être SPI, quoi. Et donc je fais SPI tous les alizés, quoi. Je la fale pas du début jusqu'à qu'il explose, parce que quand tu prends un grain à 35 nœuds et que tout dessus, il y a un moment donné, ça passe pas. Et donc j'arrivais bien à glisser, quoi, à descendre, je faisais des super angles, mais par contre en fait, j'arrivais pas à accélérer. Et je me suis fait remonter petit à petit, quoi. Et c'était dur, mais en même temps, j'ai appris à gérer un IMOCA sous SPI tout le temps. Et c'était génial. Au début, j'étais tendu, mais quand tu commences à faire des pointes à 27-28 nœuds sous SPI, en solo là-dessus, là, et que t'es en train d'abattre, t'es à la commande, t'abats, après tu te dis, je vais prendre la barre, et tu passes plus de temps à barrer parce que tu te fais dessus, quoi. Et je me rappelle Damien Seguin, on se croise, et il me dit, mais t'es sous SPI, là? Ouais. Mais t'es un malade! J'ai pas le choix, j'ai que ça. Ah, ça fallait pas dire. Et du coup, ouais, mais j'arrive pas. Oui, t'es pas sous SPI. Non. Alors, c'est super agréable, hein, essaye. Il allait plus vite sous Genac, donc autant qu'il y ait, voilà. Et du coup, voilà, je perds quelques places comme ça, mais je suis content, je fais 7 de souvenirs. Ouais. Et c'est une victoire, quoi. Tellement content d'arriver au bout. Il y a une photo incroyable de toi avec le bateau qui déjauge à l'arrivée. Mais oui, mais... En plein surf, et t'es en maillot de bain, torse nu, et on sent le bonheur absolu de franchir cette ligne. Il y a une bagarre avec Stéphane Le Diraison, on se bat depuis, ça fait depuis toujours en IMOCA où on est assez proche, et il est, il devait être 300 000 derrière, juste avant la Guadeloupe, 2-3 jours avant la Guadeloupe, et là je pète mon SPI, et il me reste que le petit Genac, et donc je suis 4-5 nœuds plus long que lui, voire plus, quoi. Et je me dis, si j'arrive à atteindre la côte sans le voir derrière, c'est bon, quoi. Et là, on arrive à la côte nord de l'île, et là, je vois un feu de mât la nuit, quoi. Et je fais, merde. Et là, Stéphane, sous Genac, le long de la côte, il va vite, il va très vite, et il me dépasse. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai fait toute la course devant, et pour un SPI, je me fais dépasser là, quoi. Donc, je suis 8e. Et on passe, c'est la Désirade, ou je sais plus quelle bouée, juste avant de rentrer dans la baie dans le chenal des Saintes. Dans le chenal des Saintes, là, et là, je le vois partir, il chope la risée avant moi, et c'est fini, quoi. Il est 6000, 8000 devant moi, quoi. Et là, je pète un plomb sur le bateau, et je dis, mais c'est pas possible, et machin. Et je savais que dehors, il y avait beaucoup de vent, quoi, dans le chenal des Saintes. Donc, je mets, tout. Mais je mets tout. La gros grain, je garde tout, il rate son virement, il fait un 360, les voiles à compte, le machin, je lui fais l'intérieur et je repasse devant, mais 10 minutes avant la ligne d'arrivée, quoi. Ça se joue rien, ouais. Et là, c'est le soulagement de... c'était ma place. Voilà. C'était... non, t'allais pas me la prendre, c'était ma place, et c'était ma petite fierté, parce que c'est marrant, mais suivant dans la catégorie dans laquelle où tu joues, on va dire, parce que t'as le groupe des 3 premiers, puis après t'as les autres, on va dire, de la 7 à la 8e place, quand tu repasses 7e, t'as gagné, quoi. Ouais. Dans la tête, c'est bon. Alors, après cette route du Rhum, t'as quand même changé un petit peu de statut. Justement, t'es passé du gamin qui naviguait à l'arrache à un outsider au potentiel.
Ça se voit un petit peu moins sur la Jacques Vabre, qui a l'air d'être qui est un peu plus difficile. Et puis il y a le Vendée qui arrive très très vite, mais au milieu, il y a quand même un petit record, parce que tu vas battre le record de l'Atlantique Nord en solitaire. Comment te vient l'idée et comment se construit le truc, parce que tout le monde y pense pas forcément. Ceux qui ont peut-être navigué sur Super Bigou se souviennent d'images exceptionnelles, d'un record exceptionnel avec ce bateau-là. C'est ça qui t'y fait penser? Comment t'y penses à ce truc-là? Bah, le record, il est, je trouve qu'on a des super bateaux. C'est ce qui va encore te faire changer de statut, quoi. Bah ouais, mais le truc, c'est qu'on a des beaux bateaux qui restent au port et qui sortent que pour les courses. Et je trouvais que on a fait 8 transats avec le bateau avant le Vendée, donc on a beaucoup navigué avec. Et je voulais vraiment me faire un trip solo, une expérience un peu dingue. Et l'idée, c'était, donc ça, c'est né en début 2018, l'idée du record. Et l'idée, c'était au retour de Promenade de la Route du Rhum, de convoyer directement en Amérique, de pas rentrer en Europe. Et en fait, le bateau avait quand même quelques petits dégâts. Puis la météo, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la saison. Enfin, encore une fois, j'étais un peu à la rage dans mes décisions. Oh, on va faire ça en plein hiver, ça va être nickel. Puis ça, c'est pas du tout la saison pour traverser, mais bon, voilà. Et donc on ramène le bateau, on lui fait un chantier, puis on se dit, de toute façon, l'idée, si on veut faire le record, on voulait changer les ballasts. On s'est dit, autant mettre toutes nos chances de nos côtés, on fait les ballasts, les machins, puis on y va. Donc on amène le bateau en Amérique. En logistique, c'était quand même assez engagé parce que c'est digne d'une grosse équipe, en fait, avec pas mal de budget. Et nous, on l'a fait vraiment avec pas grand-chose. Donc on a amené le bateau en Amérique. Et en fait, on a eu de la chance. Moi, je me suis entouré de 2 météorologues avec qui je voulais vraiment bosser depuis longtemps. Je voulais qu'ils soient 2 pour avoir 2 fois plus de chance. Mais non, mais en fait, je trouvais ça intéressant. Ils sont presque concurrents à la base dans leur domaine. Et pour eux, je trouvais ça chouette de les faire grandir ensemble et qu'ils s'apportent quelque chose en plus. Donc, il y a eu Guénaud Gainet et Julien Villon. Et en plus, c'est des marins à la base. Et ça, c'était pour moi un énorme plus. Et donc, on arrive en Amérique. Enfin, les gars amènent le bateau en Amérique. Et en fait, ils tapent un truc avec le bateau. Ils pètent un safran et ils explosent un feu, en gros. Je fais, bon, nickel, tout va bien. Enfin, ils explosent. Le bord de fuite était en chou-fleur. Et moi, j'étais en stand-by, justement, jusqu'à 2 jours avant qu'ils arrivent ici, au cas où il fallait ramener un truc. Et donc, je pars avec une housse de planche de surf, avec un safran Nimoka sous le bras, quoi. Et puis, je traverse de l'autre côté en avion avec mon safran sous le coude. Arrive à Newport, je les attends, je les accueille, on change le safran, on sort le foil, on retape le foil sur le ponton avec, voilà. Et là, les météorologues nous disent, il va peut-être falloir, les routeurs, va peut-être falloir se bouger, aller à New York parce qu'il y a peut-être des ouvertures qui arrivent, quoi. Donc 2 jours à Newport, on traverse à New York, on se met à Brooklyn, génial, machin, là. Et 2 jours à Brooklyn, et là ils appellent, ils disent, dans 2 heures t'es parti, quoi. Je dis, mais c'est parce que déjà, parce que généralement, j'ai pas pu profiter de la vie là. Non, ouais, mais on n'a rien vu, quoi. Du coup, il restait que Alexis et moi. Ça sert à rien qu'on soit toute l'équipe. Ils sont rentrés et du coup, on se dit, mais on a même pas le temps de se faire une bouffe, quoi. Donc on monte les voiles, il me sort du chenal, il se fait récupérer par un Zod et puis c'est parti, quoi. Et là, je me suis mis dans un mode qui était, j'avais l'expérience de mon corps et de mes capacités mentales et je savais la durée dans laquelle je pouvais tenir, en fait, sans dormir, enfin vraiment en mode guerrier, quoi. Et les conditions météo étaient dingues, quoi. Et donc 7 jours, en gros, sans dormir, quoi. Je dors 1 heure par jour, quoi. C'était vraiment histoire de dire, faut que je me repose un petit peu, mais il faut que j'attaque, quoi. Il faut que j'attaque. Et un record de malade, quoi. Enfin, c'était ouf. C'est dommage que ce soit pas une course parce que ça aurait été la plus belle course. Et j'ai pris mon pied, quoi. J'ai vraiment pris mon pied et d'exploser ce record. Quand tu le bats de 12 heures, hein. Ouais, c'est pas mal, quoi. C'était pas mal. Et puis, c'est pas pour rentrer dans l'histoire, parce que honnêtement, c'était personnellement, j'avais envie de faire un truc différent. J'avais envie d'essayer quelque chose. J'avais jamais couru contre un chrono. Et puis, remettre un peu les records, tu vois, en route, quoi. Parce que, mine de rien, on n'en fait plus en 60 pieds, alors qu'il y en a plein. Et du coup, j'ai envie d'en faire d'autres maintenant, quoi. Ça m'a bien. Alors du coup, il y a eu Route du Rhum, le record. Donc ça fait 2 victoires. Je gagne pas le Rhum, mais c'était une belle course. Et Jacques Vabre, et là, tu pars sur une lancée où tu te dis, allez, la star, quoi, c'est bon. Et là, bim, grosse bâche. Mais grosse bâche, on fait, je sais plus, 22e ou 23e. 21e, ouais. Ouais, bon, on compte même plus les points. Et là, tu prends une baffe. Et après, Covid. Et après, il y a le Vendée qui arrive, mais t'es pas serein, en fait. T'es pas très serein et ça a été un Vendée assez difficile, ouais. Ça a été un Vendée qui... Le bateau était archi prêt. Les avaries qui sont passés à bord... Alors, tu pars dans des conditions, il y a les conditions Covid, mais qui sont les mêmes pour tout le monde, mais
tu pars avec enfin, le Vendée Globe qui s'annonce est complètement différent du premier. Complètement. Tu restes toujours le plus jeune, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ouais. Mais par contre, on n'est plus du tout dans le plan du premier Vendée. Le bateau est bien préparé, t'as énormément d'expérience. Et donc, du coup, ton objectif au départ, c'est quoi? Objectif, moi, c'est le top 10. Tu deviens un coureur normal, avec plein de guillemets. Ouais, non, c'est ça. L'idée, c'était de partir, c'était 80 jours. En fait, le classement, le top 10 était je pense, était possible. Tu mises un peu sur la case des autres bateaux. C'est le Vendée, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en fait, je savais que j'avais le coffre-fort, le bateau où je pouvais aller chercher du vent, quoi. Et ma stratégie était simple, c'était route la plus courte, et s'il y a de la baston, je fonce dedans, quoi. Le bateau était archi prêt, on avait fait un monstre boulot dessus. Et dans la première semaine, on prend Tétra. La fameuse. Et là, tout le monde contourne. C'est une grosse dépression tropicale qui s'est mis là, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, bon, bah, super. Et en gros, t'as deux options, quoi. Et moi, je prends, la troisième, quoi, en mode, 50 nœuds, c'est pas grave, quoi. Je sais que mon bateau, et j'y vais comme un bourrin. Chance, je casse rien, je fonce dedans et tout. Et en fait, je me rends compte que ceux qui sont passés dans la molle, bah, ils passent mieux, quoi. Et là, tu fais, mais j'ai pris une option dangereuse c'était la plus payante, mais la plus dangereuse, quoi. C'est celle où tu sors en tête de la flotte, quoi. Et j'y vais, et rien. Et là, tu fais, mais c'est pas possible, quoi. Et du coup, là, tu prends un coup dur. Descente d'Atlantique, pas facile. Conditions, relativement stables, mais les bateaux plus puissants autour de moi, quoi. Giancarlo qui remonte, Bang Pop, Clarisse, qui a un super canot aussi, qui marchait très bien dans les allures de reaching. Je me fais dépasser. Et ma CSF, tu m'étonnes, t'es à 18 nœuds, elle est à 25 nœuds. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, dans le sud, je me rattraperai, quoi. Parce que le bateau, il va y aller, quoi. Et là, on se chope, mais toutes les molles possibles, quoi. Il y a phase sans vent. Je pète mon système de quille à cause d'un joint dans le système hydraulique. Donc, je change la durite. Je perds un peu de temps, mais qui me coûte 1000 milles nautiques, en fait, parce que je passe 5 heures avec le bateau quasiment à l'arrêt, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça me permettait en fait de me dégager de la zone. Et la zone, mais en fait, elle se referme sur moi. Je me dis, c'est pas grave, 1000 milles, c'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Et avant ça, j'étais à 400 000 du groupe de tête, donc ce qui est pas énorme, quoi. Et donc je me bats jusqu'au bout, et raté, quoi. Raté parce que... là, c'est Luna qui se balade. Luna se balade avec sa peluche. Et là, en fait, première grosse dépression dans le sud, où tu vois, je me dis, ça y est, c'est parti, grosse dép, je lâche tout. Je lâche les chevaux, c'est bon, maintenant, j'ai plus rien à perdre, quoi. Et au pré, 50 nœuds, au pré à tirer des bords. Et là, tu fais, mais c'est une blague. C'est une blague, quoi. Et après, 50 nœuds, molle, pétole, pas un pet de vent, toute la flotte de derrière qui revient. Ils étaient 1500 000 derrière et ils arrivent. C'est une blague aussi, ça, parce que ça, c'était pas prévu. Et bref, je me dis, je lâche rien jusqu'au jour où, sud de la Nouvelle-Zélande, j'ai le système de quille là qui lâche vraiment. Et je peux plus penduler ma quille, quoi. Ma quille est bloquée. C'est même plus qu'elle est bloquée, c'est que j'ai plus de pression dans le système hydraulique, donc elle bouge toute seule. Et dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, quoi. Donc en fait, la coque bouge autour de sa quille, quoi, dans les vagues, donc c'est catastrophique. Donc je pense à abandonner, du moins à me caler en Nouvelle-Zélande, quoi, histoire de trouver des solutions. Et je me dis, mais attends, t'es pas arrivé là... si t'es là, t'as le bateau, il navigue, t'as la forme, go, quoi. Et donc je fais la moitié du tour avec la quille dans l'axe, quoi. Et là c'est dur. Là c'est dur parce qu'en fait le système hydraulique il a été changé 1 an avant le départ du Vendée, donc on a fait 2 transats avec, histoire de le valider. On a changé les vérins, toutes les durites, la pompe, tout était neuf. Et là tu fais mais c'est pourquoi, quoi. Alors que celui d'avant on n'a jamais eu de soucis et il était d'origine. C'est toujours des trucs où tu veux bien faire les choses, tu prends en plus du temps pour naviguer avec, valider le truc. Et t'es pas payé. Et là, tu fais, mais non. Et donc, il a fallu que la pilule passe. Et finalement, la phase où j'ai pris le plus de plaisir sur toute la course, c'était la remontée de l'Atlantique, quoi. Parce que je me suis retrouvé avec des gens avec qui je les côtoyais sur les pontons, mais on parlait pas. Je pense à Jérémy Biou, tu vois, on a navigué pendant 1 semaine côte à côte. Et t'as un mec qui est quand même le favori du Vendée, qui part de loin, hein, parce qu'il part 1 semaine après les autres avec ses avaries. Et il te dit, non mais c'est dingue ce que t'es en train de faire, et t'as fait marcher ton bateau avec une quille dans l'axe comme ça, mais
t'es un ouf, quoi. Et t'as Jérémy Bayou, qui est quand même un monument de la course au large, qui te dit ça. Et toi, t'es à la VHF, t'as envie de pleurer, quoi. Et tu te dis, il a raison, je vais aller au bout, quoi. Et puis tu vas au bout, et puis le classement, tant pis, quoi. Tant pis. Et du coup, ce Vendée Globe là, par rapport au précédent, où tu as dit que tu avais pris ton pied, il sert à quoi au final? Il t'a permis de construire autre chose, de construire d'autres perspectives, d'apprendre, évidemment, forcément. J'ai appris d'apprendre la douleur. forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. La douleur, le dur, d'être dans le dur, de se faire mal, de souffrir. Mais de terminer. En fait, l'opposé du premier Vendée. Et je pense qu'il fallait en vivre une. Alors malheureusement, c'était le Vendée. C'est dommage parce que c'est très long comme course. Et du coup, alors quand t'arrives à terre, le plaisir reprend le dessus. Mais quand t'es en mer, c'est vrai que tu t'es vite dans une spirale un peu négative. Et finalement, j'ai pris énormément de plaisir sur ce Vendée Globe, même si ça a été très difficile mentalement à accepter, quoi. Tu pars avec des conditions, t'as tout en main pour faire un super truc. Et en gros, tu te plantes, quoi, pour plusieurs raisons, mais tu te plantes. Il faut accepter ça, quoi. Faut assumer, accepter et réussir à franchir la ligne tête haute et se dire, c'est pas grave, en fait, il y en a eu plein qui ont vécu ce genre de course et je préfère terminer 17e que de m'arrêter en Nouvelle-Zélande ou au Cap ou je ne sais où parce qu'en fait, j'assume pas, quoi. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des avaries qui sont difficiles, tu les assumes ou tu les assumes pas. Parce qu'il y a des avaries que tu peux finir la course même si c'est un peu bancal, mais voilà. Et moi, l'avarie était très dure parce que tu perds 20% des performances du bateau. C'est chiant, mais tu navigues. Voilà, t'es couché, c'est pas agréable, mais tu peux naviguer, quoi. Le bateau, il craint rien. Au contraire, tu forces moins sur plein de trucs. Mais ouais, c'est une course où la résilience, quoi. Ouais. Mais à l'arrivée, je me suis dit, il faut que j'y retourne quand même, quoi. Alors voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que dans la remontée de l'Atlantique, déjà, tu sais ça? Ouais. Ouais. Depuis le début, quoi. Je dis toujours que c'est la remontée de l'Atlantique, c'est là où il faut interviewer les marins, leur passer des quiz, c'est là où il se passe le plus de choses, en fait. Moi, mais même tu te dis, dans le sud, il y a un moment donné où c'était sud, presque en Australie, je sais plus, où il y a l'Occitane qui me dépasse, là, et tu vois l'Occitane qui passe à côté, on discutait, on te voyait, hein, mais là, il est bien ce bateau, j'aimerais bien un bateau comme ça, quoi. Puis j'aimerais bien aller pour gagner un coup le Vendée, quoi, histoire d'avoir les cartes en main, quoi. Et en fait, il y a le Vendée Globe, il y a toutes les autres courses, et je me suis dit, là, j'ai envie d'aller jouer la gagne sur toutes les courses, quoi, en gros. C'est l'objectif. J'ai envie de voir ce que je vaux avec un bateau qui peut prétendre à une victoire. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Je sais que et la construction mentale de ce projet-là, ou psychologique de ce projet-là, elle se fait à ce moment-là, quoi. Ouais, en fait, là, j'ai vécu le projet à l'arrache, avec un joli Vendée, mine de rien. J'ai vécu le projet sérieux avec un Vendée plus difficile, donc difficulté mentale à accepter tout ça. Aujourd'hui, je suis prêt à avoir un projet, même si j'ai encore beaucoup de travail, hein, ça se fait pas en 2 secondes. Mais ma question c'était, est-ce que c'est vraiment dans ce moment-là, alors que l'épreuve, c'est ça qui est toujours le plus fascinant, c'est alors que l'épreuve n'est pas finie. Ah oui. Tous autant que vous êtes déjà dans la construction du coup d'après. Ah c'est clair, mais il y a des bateaux qui s'achètent en mer, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. Tu te dis, mais en fait, j'ai acheté celui-là. On pourrait presque écrire, j'ai acheté ton bateau, en fait. Ah non, mais c'est arrivé, j'imagine, tu sais, parce que les bateaux, ils sont ou au coureur, mais c'est plutôt rare, ou au sponsor, puis le sponsor qui dit, en fait, ton bateau est vendu, quoi. Tu feras attention en matossant juste avant tu peux déjà commencer à poncer, tu vois, histoire de... Voilà. Non, c'est assez dingue. Donc, oui, en remontant de l'Atlantique, généralement, tu passes le Horn. Dès qu'il commence à faire beau, tu fais bon. C'est quand il retourne. Tu ouvres une feuille Excel. Ouais, c'est ça. Pour faire le budget. Alors, pas Excel, moi, je sais pas utiliser, mais un bon calepin et tu commences à noter. Et comment tu vis l'arrivée, qui est toujours un moment assez particulier. Celle-là a été d'autant plus particulière. Comment tu l'as vécu? Ouais, il y avait pas grand monde, hein. Ça c'est assez dur. Alors moi je suis arrivé en pleine nuit. C'était ma première arrivée de nuit dans de l'air. En plus c'était vraiment c'était pas très jusqu'au bout, en fait. C'est la course qui te teste jusqu'au bout. 30 nœuds à tirer des bords devant les Sables d'Olonne au près, quoi. Tu fais, c'est nickel. Et arrivé de nuit, je voyais rien, j'étais crevé en plus. Et je repasse Stéphane Le Diraison 2 heures avant en plus. Donc tu vois, c'était vraiment le match jusqu'au bout. Et du coup, dur parce qu'en fait, t'arrives, j'ai débarqué à terre, on a mis le bateau à la bouée et après, je suis allé à terre en zone.
Ça, c'est pas facile parce que t'as envie de ramener ton bateau à quai, quoi. Sauf que je rate la marée à 20 minutes près, donc dommage. Et du coup, tu te dis t'acceptes le truc, tu vois tes parents, tu vois tes potes, ta famille, machin, tu fais une petite soirée, mais une petite soirée un peu clandestine, tu vas dans un hangar où t'es caché parce que c'est Covid. Enfin, c'est pas Covid pour le coup, mais c'est Covid. Alors tout le monde est testé. Enfin, il y a des règles qui sont assez strictes et sérieuses et c'est très bien. Mais t'as envie de voir du monde, quoi. T'as envie que ça vive, t'as envie. Alors moi, en plus, j'avais pas pris beaucoup de nouvelles de la Terre sur toute la course. Donc, tu vois, le lendemain, par exemple, quand on me dit, il faut rentrer, il est 18h ou 19h parce que c'est couvre-feu. C'est-à-dire le couvre-feu, parce que moi, je suis pas au courant, en fait, si, il y a le couvre-feu, il y a Covid, il y a machin. Ah, d'accord. Et du coup, ouais, c'était assez dur à accepter. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas fait une vraie fête avec l'équipe. On n'a pas pu parce que la plupart de l'équipe a dormi sur le bateau la nuit de l'arrivée pour le surveiller à la bouée, quoi. On en est là, c'est que c'est assez difficile. Tu te rends pas compte du déroulé. T'es content et en même temps t'as envie de voir plus de monde, de profiter plus de chacun. Et du coup le lendemain matin, tu retournes sur ton bateau, tu remontes le chenal et là du coup tu fais un peu la fête. Il y a ce côté où t'as les coureurs qui viennent, il y a ce côté un peu plus jovial. En plus il faisait grand beau, c'était assez génial. Mais le retour du Vendée, ouais, tu prends une baffe parce que tu dis maintenant il va falloir repartir à zéro parce que moi je savais avec les sponsors que la fabrique arrêtait, donc tout oui, ça la fin avec la fabrique, c'est pas une surprise, hein, c'était non, la Jacques Vabre 2019 à l'arrivée, alors pas par rapport au résultat, hein, parce que ça aurait pu, mais non, c'était d'ailleurs même moi qui ai arrêté en gros avec la fabrique, quoi. C'est une décision commune. Mais parce que moi je voulais évoluer en termes de performance, que forcément ça a un coût parce que c'est des bateaux qui coûtent plus cher, c'est une plus grosse équipe, c'est une petite boîte et que eux financièrement c'était une chose, c'était compliqué pour eux d'assumer, et en termes d'image ça ne collait pas à leur structure. C'est que pourquoi aller communiquer sur une victoire, enfin en tout cas une grosse la performance sur le Vendée Globe alors que tu vends des biscuits en Suisse, c'est une petite entreprise, donc il y a pas de, ça correspondait pas à l'image. Il y avait pas de logique stratégique. Voilà. Et du coup, eux m'avaient proposé qu'on pouvait continuer avec ce bateau, par exemple, encore quelques années. C'était envisageable. Et j'ai dit, mais moi, je préfère qu'on arrête ensemble plutôt que continuer. Je suis pas là pour gagner ma vie, quoi. Je pourrais faire ça pendant 10 ans peut-être avec eux et gagner ma vie, et puis ça m'intéresse pas. Donc du coup, voilà, ça s'est arrêté. On l'a su en 2019, et donc à l'arrivée du Vendée, voilà. On le savait, et tu te dis dans la tête, maintenant faut rechercher, parce que vous voulez chercher du coup en 2020, mais avec le Covid, tu fais rien. Et même cette année, c'est compliqué, donc voilà. Bon, on va te souhaiter de réussir à trouver. comme à beaucoup de marins. Oui, visiblement la résilience est une grande qualité chez toi, donc je pense que j'en connais qui sont plus mal placés. Donc on va te souhaiter d'arriver. Merci beaucoup pour ce parcours qui est court, mais on a réussi, je pense, à l'explorer de manière assez approfondie, et c'est hyper intéressant de voir comment tout petit à l'arrache on arrive à changer de catégorie au fur et à mesure, et on te souhaite d'arriver dans la Champions League au final avec un projet suisse. Alan, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous, merci à toute l'équipe. Si vous nous avez suivis jusque-là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu ou pas. Je le redis à chaque fois, n'hésitez pas à nous mettre notamment sur Apple Podcast les 5 étoiles ou pas. Mettez plutôt 5 étoiles, ça améliore le référencement. Écrivez-nous, on répond comme toujours à tout le monde, même si c'est pour nous dire que c'est pas bien. On essaie de trouver les arguments et on essaie de progresser, et puis on se retrouve dans 15 jours. Je ne sais pas avec qui encore. On va essayer de trouver. Si, je sais qui c'est. Pardon. Une rare fois. Oui, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc on va aller faire un peu de voile légère. Pardon, je sais qui c'est en fait. C'est assez rare, mais je sais qui c'est. Alan, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à toi, Pierre. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!